Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, j'interviewe Franck Lemoel qui s'aligne sur 200 mètres et qui fait régulièrement partie du K4 500 mètres. Vous allez découvrir un parcours vraiment très atypique. J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Franck et ses secrets. Salut Franck, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Rudy, bah écoute, ça va bien, très très bien. On revient de séance et on profite d'une semaine de récup là. Donc tout va bien avant d'attaquer la saison de compétition qui arrive. Bah là justement, tu as les Open de France qui arrivent, il y a la première édition du mois de mars. Est-ce que tu as un objectif particulier pour ces Open? Alors, ce sera le premier Open de l'année 2021, donc il y aura mars, avril, mai. L'objectif clairement là, c'est de prendre ses marques sur ce premier Open, voir un petit peu où j'en suis techniquement, évidemment voir un petit peu par rapport aux concurrents où est-ce qu'on se situe. Mais là, vraiment, ça va être moi me mettre dans le mood, dans l'esprit compétition. Ça va être plus que ça l'objectif. Et j'ai pu voir que tu avais commencé le kayak très tôt, sous le joug de ton père, qui était athlète international en pirogue. Et ça me paraît assez original parce que c'était il y a une vingtaine d'années. Et donc, ton père faisait déjà de la pirogue à fond. Ouais. Alors c'est un parcours je dirais atypique pour à la fois pour mon père et pour le mien. Mon père, il faisait du kayak un petit peu, mais comme ça quand il était jeune au club de Guingamp en Bretagne. Avec son frangin aussi, je crois qu'il a commencé dans des bateaux avec à l'intérieur des bateaux, c'était la fibre de verre encore à découvert qui rentrait dans les jambes. Enfin voilà, c'était vraiment old school. Il n'a pas continué, avec le parcours professionnel, on va dire. Puis après, il s'est remis un peu dans son coin à faire de la pirogue. Et il a fait parmi les premières équipes de France structurées de VAA, de pirogue, voilà. Et c'est lui qui m'a entraîné, qui m'a mis dans ce sport, effectivement. Donc très jeune, j'avais 8-9 ans, mon frangin a 3 ans de moins, donc on va dire 6 ans. Donc on a commencé un trio, quoi. Donc on montait que ce soit en vacances dans la famille en Bretagne ou alors dans un petit fleuve, enfin sur l'Oise, pas loin de chez nous, en région parisienne. Donc ouais, un petit peu. J'ai pas vraiment commencé en club comme tout le monde, on va dire. C'est un parcours un peu différent. Comment t'as fait pour commencer sans club justement le kayak? Parce que ton père avait déjà du matériel justement qui était adapté à votre taille, ou il avait fabriqué des kayaks exprès pour vous? Mais alors, il a fait un peu les deux, on va dire. C'est-à-dire que on vivait un petit peu loin du club le plus proche. À ce moment-là, quand j'ai commencé, on vivait dans le Val d'Oise, dans la banlieue nord parisienne. Et il a vraiment été d'une grande aide. Il s'est vraiment énormément investi, donc je dois beaucoup pour ça et pour plein de choses, mais notamment pour le sport. Et il nous avait acheté nos premiers kayaks, voilà, des petits kayaks d'initiation, et on allait s'entraîner à Cergy. Donc c'est lui qui nous a fourni les bateaux très jeunes. Et puis lui, il a construit le sien, je crois, à cette époque-là. Et donc on montait tous les trois sur comment dire, le lac de Cergy, ouais. Et au début, tu faisais du kayak pour t'amuser? Alors, oui, pour m'amuser. Et puis, j'aimais bien, comment dire, sortir l'énergie que j'avais, on va dire, me décanaliser là-dessus. C'est-à-dire, vraiment, j'aimais bien me défoncer, quoi, l'entraînement, aller vraiment faire une séance et puis se mettre la déchire, quoi, un petit peu. Et c'est dessus mon père. Alors, tu vois bien quand tu commences la course en ligne, tu te retournes pas mal de fois. C'est des bateaux très instables. Donc nous, ce qu'on essayait déjà en premier lieu, c'était de tenir dedans. Et puis après, de la bagarre pour essayer de suivre mon père, quoi, qui lui était assez facile devant. Et puis le but, c'était de le tenir, quoi, déjà au moins. T'as commencé directement dans des bateaux de course en ligne? Ouais, directement les bateaux de course en ligne, alors quand même plus stables que ceux que j'ai actuellement, bien sûr, hein, mais ouais, c'était directement la course en ligne. J'ai jamais trop fait d'autres disciplines. Il y en a beaucoup qui ont peut-être l'avantage d'avoir fait
la descente. Enfin, j'ai fait un petit peu de descente aussi, mais très peu. Du slalom, etc. Moi, j'ai vraiment fait beaucoup de courses en ligne. Vraiment très, très peu de descente et de slalom. Même si j'y ai touché un peu quand j'étais gamin, mais vraiment beaucoup de courses en ligne, ouais. Ouais, ouais. Et de kayak de mer, moi aussi. À partir de quand tu t'es inscrit en club alors? Ben, alors, je pense que ah là là, ma première licence, je pense que mon père avait pris des licences, mais ça devait être au club de Cergy, je pense. Je pourrais même pas te donner la date. Si tu veux, en fait, l'esprit, c'était qu'on s'entraînait entre nous, mais forcément, il avait dû nous prendre des licences pour qu'on puisse participer à des compétitions. Mais j'avais pas l'esprit club du tout. On était loin de club. C'était vraiment familial, quoi, on va dire. Et je pourrais même pas te donner la date. Il faudrait que j'aille sur mon espace licencié FFCK pour retrouver la première licence officielle. Mais je pourrais pas te dire quelle année, franchement. C'était il y a longtemps. Et est-ce que tu te souviens de ta première compétition alors? Ah ouais, ouais, c'était. Ouais, je peux. Ouais, ouais, alors, je sais pas si c'est la première, mais les premières, c'était pas mal de stress. Euh, je me rappelle de pas mal de stress, mine de rien, l'envie de gagner et un stress assez présent. Alors, une des toutes premières, c'était à Vers-sur-Marne, je pense d'ailleurs à 200 mètres. À 200 mètres où j'ai dû m'arrêter au bout de 180 mètres et regarder mon père sur le bord à dire c'est quand l'arrivée et du coup je me suis fait doubler, j'ai pas été sur le podium. Ah, j'étais jeune, j'avais peut-être 9 ans, oui 9 ans, 10 ans. Et ouais, non, des petits souvenirs comme ça, mais j'avais toujours l'envie de bien faire et j'ai notamment vu assez jeune que j'avais des bonnes qualités de sprint, ouais. Après, la première compétition vraiment importante que je me souvienne, c'était ce qu'on appelle les régates de l'espoir. C'était les championnats de France pour les plus jeunes, hein, pour les minimes. Donc 13-14 ans, je crois qu'on a quand on est minime. Et j'avais fait quatrième sur 500 mètres et troisième en 500 mètres, mais en biplace. Donc ça, c'était à Vichy en 2004, 2006, je sais plus quand c'était. Et Donc, ouais, ouais, j'ai des souvenirs. quand tu t'entraînais avec ton père, vous vous entraîniez souvent parce que tu sais, quand t'es en club, a priori, c'est le mercredi et le samedi quand t'es jeune. Tu vois, ça Ouais. correspondait à quoi en termes de fréquence d'entraînement à cet âge-là? Ah, en fait, il me forçait un petit peu parce que je détestais ça, faire de la PPG, faire notamment des footings. J'aimais pas du tout ça. Donc, il me forçait à aller il y avait un champ pas loin de chez moi, à aller courir dans la pampa, là, et j'aimais pas trop ça. Après, comment dire, le soir, donc ça, c'était le soir après l'école. On faisait ça avec mon père, on allait courir. Après, on faisait aussi, il nous forçait, il, il nous apprenait à faire un peu de musculation poids de corps, hein, des petites tractions, des pompes, voilà. Donc ça a commencé, et du gainage, hein, abdominaux et tout. Donc ça a commencé comme ça tranquillement. Après, ils nous emmenaient le mercredi après-midi à Cergy, ouais. Et le samedi, le week-end, ça pouvait être samedi et dimanche. Donc c'était un rythme assez club, mais pas voulu. C'était pas voulu parce que c'est le club, c'était le rythme scolaire, quoi, on va dire. Mais donc en fait, tu t'entraînais déjà tous les jours en comptant la PPG. Pas exactement tous les jours à 9 ans, mais oui, oui, on s'entraînait bien régulièrement. On s'entraînait bien régulièrement. Je dirais que là où j'ai commencé à m'entraîner vraiment très régulièrement, c'était pour rentrer en pôle espoir. Donc là, c'était bien plus tard. Et je suis rentré en première, au lycée, et où là, j'ai commencé à m'entraîner vraiment plusieurs fois par jour pour passer les tests et rentrer en sport-études, hein, comme on dit. En sport-études, c'est les pôles espoir à Caen. Et ça, c'était en première au lycée. Donc, j'ai pas un parcours classique, ouais. C'est vrai que je me suis Et, peut-être un peu moins entraîné que les autres de base. est-ce que tu as rejoint un club entre l'entraînement avec ton père et cette entrée en sport-études ou t'es toujours resté avec ton père toutes ces années-là? Alors, on a rejoint des clubs dans tous les cas. Je suis passé par plusieurs clubs au gré des déménagements. Je suivais mon père aussi dans les clubs dans lesquels il allait pour la pirogue. Je crois que j'ai peut-être même, je sais pas si j'ai peut-être une licence peut-être au club de la Baie des Phoques. Donc dans la Somme, j'ai peut-être eu
une licence un jour dans un club en Picardie, mais j'ai jamais été vraiment. Après, le club vraiment où j'ai commencé à faire des compétitions, c'était Champigny-sur-Marne, donc pas loin de là où je suis actuellement, à Vers-sur-Marne. Donc là, j'ai rejoint Champigny-sur-Marne. J'ai fait mes premières compétitions, premier championnat de France, minime, première médaille d'ailleurs. Et très vite, j'ai rejoint le club de Mantes-la-Jolie. Donc ça devait être en septembre 2006. Ouais, ça devait être en septembre 2006 pour la saison 2007. Donc oui. Et on cherchait en fait dans les alentours, enfin dans la région francilienne, on était le club, le meilleur, vraiment très orienté course en ligne et compétition. Et là, c'était clairement Mantes-la-Jolie et ça l'est toujours, je pense. Donc voilà, un jour, on a fait 45 minutes de route, j'irais de là où on habitait pour aller voir comment ça se passait au club. Je crois qu'on arrivait un samedi après-midi, j'imagine, logiquement. Et super ambiance, il faisait beau, je me rappelle ce jour-là. Le groupe, enfin, je veux dire, on arrivait dans le club, on a posé la voiture, les kayaks, et puis il y avait beaucoup de monde qui allait s'entraîner. Il y avait Mehdi BD qui entraînait à ce moment-là, et il y avait un vrai engouement, quoi. C'était structuré, c'était nouveau pour moi, en fait. Et d'arriver dans un club comme ça, après tant d'années de kayak tout seul, avec mon père et mon frère. Et donc, ça m'a vraiment plu. Et depuis, bah, tu vois, là, on est en 2021, je suis toujours au club de Mantes-la-Jolie et j'y serai jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma carrière. C'est drôle ça, ce parcours. Et est-ce que le kayak a pris une autre tournure dans ta vie à partir du moment où tu as rejoint le club entre guillemets de Mantes-la-Jolie et que tu t'es orienté vers le sport-études, ou avant tu t'étais quand même t'avais déjà en tête cet objectif compétition? Alors là, vraiment pas du tout. Je veux dire, les jamais je me suis dit, enfin, je suis pas le genre de gars comme ça peut arriver hein, chez certaines histoires d'athlètes, de se dire à 9 ans, je vais aller aux Jeux Olympiques ou je veux, je sais pas, être champion du monde. C'était pas du tout ça. C'était vraiment une histoire familiale. C'était vraiment être avec mon père et puis se donner à fond avec lui, c'est de le rattraper. Je pense que c'est vraiment la base, la source et les racines, c'était vraiment ça. Et la compétition, c'est venu après. Et alors moi, ce que j'aimais, c'était voilà, j'allais aux compétitions auxquelles mon père m'inscrivait, sans trop savoir ce qui se passait. Et puis moi, j'adorais, j'avais l'esprit de compétition, essayer de gagner, la gagner quoi. Mais j'ai pas eu une vision à long terme des gamins à me dire ah je vais faire tel parcours, je vais rentrer en équipe de France là, chez les juniors, je vais être champion du monde. Parce que j'avais pas de modèle à côté de moi de clubs, de personnes qui suivaient le parcours fédéral, les structures clubs, les structures fédérales, l'équipe de France. Ça arrivait super tard. Vraiment, ça arrivait super tard quand je suis arrivé en pôle espoir. De me dire, là, il y a faut suivre un parcours, faut rentrer faut performer à telle compétition pour rentrer dans les équipes de France. Et après, faire les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et puis après, les Jeux Olympiques, qui sait. Ça arrivait tard, ça arrivait très tard. Quand tu finis 3e et 4e aux régates de l'Espoir, à partir de ce moment-là, c'est là que tu décides de rentrer en pôle espoir pour la suite? Ça devait être un petit peu plus tard, ouais. Déjà, d'avoir fait 4e sur le kayak monoplace, ça m'avait foutu la rage. Hein. J'étais pas content de pas avoir ma petite médaille là quand j'étais gamin. Et du coup, c'est venu avec cette envie-là, ouais, de dire là plus jamais ça. Moi, je veux gagner quoi. Je veux pas être 4e, 3e. Je vais être premier. Je vais aller sur les podiums. Et c'est venu en fait, je pense, avec le club de Mantes. Donc là, j'intègre le club de Mantes un petit peu après. Et puis après, ça doit être Mehdi BD, l'entraîneur actuel, les deux toujours, qui m'a dit il y a ça, vous savez, vous pouvez rentrer dans les pôles espoirs. C'est des sports-études, hein, vous êtes dans un dortoir, voilà, vous dormez sur place, quoi, je veux dire. Et il y a un aménagement avec l'école. Vous entraînez le matin de 10h à midi, de 17h à 19h le soir après les cours. Et donc là, on s'est mis le challenge avec 3 amis de l'époque du club de Mantes-la-Jolie de rentrer dans les pôles, passer les tests tous ensemble. On avait le même âge. On avait évidemment, dans les mêmes classes, quoi, je veux dire, en seconde en même temps. Et donc, on voulait tous rentrer en première
à ce moment-là. Vraiment, c'est arrivé tard de se dire, OK, il y a ça qui existe et il faut passer par là pour goûter au niveau, s'entraîner vraiment comme un sportif de haut niveau avec plusieurs entraînements par jour, un entraîneur, un truc structuré, de la musculation, enfin tout plein de choses. Et donc c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça, ouais, ouais, ouais. On avait fait champion, enfin, on avait fait des médailles, je suis pas trans en K4. Et donc ces trois amis, c'était donc Benjamin Tournade, Pierre Bayeul et Félicien Divry. Donc là, Mehdi nous a présenté ce que c'était un sport-études. Et donc avec ces trois amis, on a passé les tests. Hein. C'était des tests. Alors c'était assez complet. Hein. Ça se passait à Saint-Laurent-Blangy à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais même plus. Mais c'était vraiment des tests physiques complets. Il y avait de la souplesse, il y avait un maximum de pompe, un maximum de traction, il y avait de l'explosivité, il y avait un maximum de cordes à sauter, il y avait un 2000 mètres, un 200 mètres, il y avait un esquimotage. Enfin, c'est des tests assez sympas, je trouve. De la course à pied aussi, un test sur 5000 mètres. Donc là, on l'a passé. Puis au final, moi, je suis parti avec Pierre Bayeul en première. On a intégré le pôle espoir de Caen, en Normandie. Et pourquoi être allé à Caen en fait? Comment ça a marché cette Pôle Sport? Tu pouvais pas choisir la destination où tu voulais aller? Alors, il y avait aussi un entretien avec les recruteurs, on va dire, à la fin de tous ces tests, de cette journée de test. Et tu pouvais, je pense, émettre des souhaits, les justifier, mais c'était aussi pas mal lié à la situation géographique. Et donc, Mantes-la-Jolie étant très très près de la Normandie et pas si loin de Caen, ça s'est naturellement orienté là-bas. Et à l'époque, c'était vraiment celui qui avait la meilleure réputation sur le suivi scolaire et sportif. Vraiment, il y avait un excellent entraîneur à l'époque. C'était Hervé Duhamel que je salue, qui a été très important pour moi aussi. Hervé Duhamel sur le pôle, voilà. Donc on avait émis le souhait d'aller là-bas. Et alors comment ça s'est passé? Ah bah alors là, c'était vraiment la découverte du haut niveau. Donc là déjà, je pars de chez moi. Je sais pas quel âge on est en première, on va dire 17 ans, je pense, un truc comme ça. Ouais, c'est 17 ans. 16-17, un truc du style. Ouais, donc j'ai dû partir à stage donc là dans une nouvelle région. Je découvre ce que c'est c'est les dortoirs quoi. Enfin comment ça s'appelle là le truc où tu dors en commun avec tout Ouais, le c'est monde quoi. ça, je pense au dortoir. C'était ouais, je crois que c'est un autre nom mais peu importe. Et du coup euh, où tu dors avec, je sais pas, il y avait des centaines d'élèves, quoi, parce que c'était pas que des sportifs, c'était un lycée classique qui intégrait des classes spéciales de sportifs. Donc il y avait pas que le canoë-kayak, hein, il y avait le judo, le handball, vraiment il y avait d'autres athlètes. Donc là je me retrouve en première avec d'autres athlètes de mon âge, hein, des judokas et tout, et c'était vraiment très différent de ce que j'avais connu. Donc ça a été vraiment bien. Dur au début, dur parce que tu dois encaisser les entraînements. Moi, je m'entraînais pas aussi bien. Enfin, c'était différent, quoi. C'était vraiment des entraînements plutôt à la sensation. Tu vois, c'était avec mon père. Et du coup, voilà, là, c'était structuré. C'était 2 fois par jour. C'était un peu plus lourd. Donc au début, le temps d'encaisser physiquement, tu sais, où tu plonges un petit peu et puis après c'était reparti, ouais. Et Ouais, en c'était passant à ce mode un peu, je veux dire, semi-professionnel, est-ce que tu as beaucoup progressé? alors ouais, j'ai pas mal progressé à ce moment-là, ouais, c'est clair. Alors passer le temps d'adaptation, j'ai beaucoup progressé avec comment dire mes hauts et mes bas. Et je pense que j'avais pas mal de stress de stress à l'époque jusqu'à mes 18 ans, donc à la sélection équipe de France de junior 2, où là tu dis c'est la dernière chance pour entrer en équipe de France chez les jeunes. À la fin des années lycée, donc à la fin des années Pôle Espoir, euh, où là j'avais vraiment eu un déclic. C'est-à-dire que j'avais fait à l'époque c'était des 1000 et des 500 mètres et le premier 1000 mètres je m'étais foiré complet. J'avais un stress de dingue. Et puis après le 500 mètres, j'avais fait un truc pas trop mal, mais
pas suffisant pour entrer en équipe de France. Je devais être classé 8e et c'était les 6 premiers qui étaient pris. Et vraiment stress de dingue. Et puis il y a un mec à l'époque qui avait fait derrière moi encore au 1000 mètres à la première course, alors que moi je croyais que tout était terminé dès la première course. Lui, il a continué aux 500 mètres et il a claqué une super perte. Et juste après, il était en équipe de France. Et j'ai fait ah ouais, bah ça m'avait appris que déjà rien n'était terminé dès le début, que ça sert à rien de stresser. Et le truc drôle, c'est que les sélections équipe de France, ça se passait à Mantes-la-Jolie à l'époque. Et 2 jours après, ça a enchaîné avec les interrégions, donc une compétition voilà, avec l'interrégion Nord, tous les clubs de cette région-là. Et je crois que j'ai battu presque tous ceux qui étaient sélectionnés en équipe de France 2 jours avant. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, t'as stressé pour rien, quoi. Vraiment, la pression inutile. Et ça m'avait vraiment libéré de quelque chose. Et voilà, ça avait bien progressé à ce niveau-là à la fin du pôle espoir, je dirais. Bah, tu savais pas encore qu'il fallait pas serrer les dents, c'est pour ça. Et oui, faut pas être crispé, comme on disait. Non, ouais, tout à fait. Ouais, ça m'a appris des choses. Tu vois, il y a quelques moments, enfin, je peux t'en donner. Maintenant, ça fait un bouton que je fais du sport et du sport de niveau, mais il y a des moments importants, plus importants que d'autres, dans ta carrière où tu peux apprendre des leçons. Et celui-ci, ça fait partie de ces moments-là, ouais, où je me suis dit, t'es capable. D'ailleurs, à la fin de cette année-là, il y avait les Championnats de France. Euh, donc le point d'orgue de ma saison qui s'arrêtait puisque j'allais pas après au championnat d'Europe, au championnat du monde comme l'équipe de France junior, et puis je fais vice-champion de France. Je fais deuxième derrière Pierre Val à l'époque, et donc en battant tous les autres membres de l'équipe de France, et je me suis dit non mais vraiment là c'est voilà, tu vois, tu pouvais le faire, et juste t'as stressé mais à un point à en pleurer, quoi, tu vois, vraiment pendant la compétition les mains qui tremblent, et voilà quoi, vraiment vraiment dur. Donc après je me suis bien libéré de ça, ouais. Après, t'as continué tes études après avoir obtenu ton bac? Ouais, bah alors en fait, du coup, j'ai obtenu mon bac. Donc là, tu dois sortir forcément du lycée. Hop, faut sortir maintenant. Donc du comment dire j'arrive Du pas à pôle trouver. espoir? Ouais, du pôle espoir, donc du dortoir. Enfin, tu vois, du lycée, tout ça. Et donc, ouais, je me suis dit bon bah, je veux rester à Caen. Donc j'ai passé un DUT technique de commercialisation à Caen. Je voulais rester pour profiter de la structure du pôle espoir qui me restait ouverte malgré que je sois plus vieux que les lycéens. Et voilà, donc à l'époque, il y avait aussi Sébastien Jouve qui s'y entraînait, Jérémy Candy, et du coup, voilà, on était plusieurs à ne pas être lycéens, quoi, à s'entraîner sur cette belle structure et cette super ville. Franchement, il y a un canal à Caen qui est génial pour pouvoir s'entraîner, plus le pôle espoir où il y a la salle de muscu. Enfin bref, je voulais profiter de rester m'entraîner à cet endroit-là. Et donc j'ai fait mon DUT. Alors pareil, là, le parcours un peu atypique se poursuit jusque-là encore. C'est-à-dire que je suis tout seul. J'ai l'impression vraiment d'être tout seul. Donc je suis loin de ma famille. Je suis plus en pôle espoir à proprement dire. Je fais des études qui sont assez lourdes quand même. Un DUT, c'est beaucoup d'heures de cours. C'est pas mal de travail à la maison. Ça a été vraiment des années assez dures. 2 ans assez durs parce que pas d'aménagement. Je crois d'ailleurs que ce DUT actuellement a des aménagements pour exporter de haut niveau. J'aurais bien aimé que ce soit le cas il y a quelques années. Donc vraiment, là, j'ai mon petit appartement étudiant. Pas beaucoup de moyens financiers, voilà, c'était un peu dur aussi là-dessus. Donc là, j'ai pris un petit vélo pourri, et puis je partais de l'autre bout de Caen jusqu'à au canal. Sachant que Caen, c'est vraiment en pente, vraiment une énorme pente. J'habitais tout en haut et le canal était évidemment tout en bas. Donc j'allais après les cours vraiment fatigué de la journée m'entraîner en vélo, je revenais tout seul, je m'entraînais beaucoup tout seul, donc ça a été vraiment dur. Et là, je me suis posé la question au bout de ces 2 ans, donc j'ai obtenu mon DUT, de me dire est-ce que voilà, t'es toujours pas en équipe de France moins de 23 ans. Je suis pas passé chez les juniors, je suis pas encore en équipe de France moins de 23 ans. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Je me suis dit bon, ça va être compliqué, je vais quitter Caen. Je vais aller à Mantes-la-Jolie.
J'ai jamais habité à Mantes-la-Jolie, sachant que c'était mon club depuis quelques années maintenant. Et je vais aller là-bas et je vais trouver des études. Je vais continuer le kayak, mais différemment et 100% tout seul et à l'instinct. Donc là, j'ai requitté le mode structuré, on va dire, hein, pour aller m'entraîner tout seul. Et donc c'était un peu le flou, mais j'avais cet instinct. J'ai beaucoup marché à l'instinct en me disant ça va produire quelque chose. Donc j'ai trouvé une licence là-bas. Pareil, ça continue dans le bizarre, licence en alternance. Donc à l'époque, ça s'appelait licence chargée d'affaires en vente de solutions durables. Voilà. Ok, Un très pourquoi beau nom. pas? Pourquoi pas? Donc voilà. Et donc j'étais à Saint-Germain-en-Laye, qui est un petit peu loin de Mantes-la-Jolie, mine de rien. Et donc la moitié du temps, j'étais à l'école, et l'autre moitié du temps, j'étais chargé d'affaires pour l'entreprise Plaque au Plâtre. Donc j'étais chargé d'affaires pour aller vendre les matériaux aux négociants en matériaux, les pompées, etc. Et donc j'avais ma voiture de fonction, des vraies responsabilités. C'était des super années, vraiment, c'était des super années parce que je me suis éclaté vraiment dans le travail avec chez Placo Plâtre et puis dans les licences que je faisais. C'était vraiment super intéressant et du coup le soir je revenais, je m'entraînais super tard, super tard. Je faisais, on va dire, un entraînement et demi, c'était énormément de musculation. Je faisais vraiment beaucoup de musculation pendant 4 mois. Ça a été que ça presque, et ça m'a permis de combler clairement un déficit physique que j'avais à l'époque. Je pense que tu vois à peu près les gaillards qui est à côté de moi. Je suis vraiment pas le plus costaud, et du coup, ça m'a permis de rattraper un retard important par rapport aux autres. Donc là, je fais ça. Donc j'ai pas touché un bateau pendant 4 mois, je crois. Et Ok, pas du tout de bateau, t'es même pas monté dedans un petit mais peu? non, j'étais pas dégoûté, mais voilà, je voulais m'écouter. Je sentais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Et d'ailleurs, un petit peu plus tard, je te dirai comment ça s'est passé la conclusion, mais il y en a qui ne croyaient pas que je me sentais comme ça. C'était vraiment tellement loin de tout ce qui est scolaire et scientifique et connu que il y en a qui ne croyaient pas. Mais du coup, voilà, je n'ai pas touché vraiment un bateau, peut-être même pendant plus de 4 mois. Et puis après, arrivé en fin, fin mars, je suis remonté dans le bateau, mais en calquant mes entraînements sur l'athlétisme, donc et sur du sprint. Donc ça, c'était en 2012, à l'année de ma licence. Et et puis je me sélectionne en équipe de France. Ok. Le truc improbable, vraiment. Donc là, c'était fin avril, les sélections d'équipe de France. Je suis monté pendant 1 mois et demi et pas non plus énormément. Donc je faisais des EB1 vraiment très techniques, enfin des séances d'endurance très techniques, et je faisais beaucoup de sprints. Des sprints un peu à la sensation, voilà, je me mettais pas de limite. Des fois, je faisais vraiment beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire à l'habitude, ou alors moins. Vraiment, c'était à la sensation. Et je suis arrivé, j'ai fait premier des moins de 23 en 2012. C'était les sélections olympiques à l'époque, je me rappelle, j'avais fait 6e au général et premier des moins de 23 ans. Donc là, je me suis qualifié pour la première fois en équipe de France du 15 200 mètres chez les moins de 23 ans. J'avais pas compris, je revenais pas. Ouais, c'est hyper original, quoi, de se dire, on va en parler un peu Bah, en antenne. Moi, si tu me dis, la muscu, ça marche pour le kayak, je te dis oui, oui, mais je pense que ça a marché pour moi parce que j'étais vraiment, tu vois, par exemple, si tu demandes à Guillaume Le Floch, je pense pas que c'est ça qui va faire comme un dingue, qui va le faire avancer plus vite. Il est vraiment, tu vois, on n'a pas du tout les mêmes physiques, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et je pense qu'à ce moment-là de ma vie, de marcher à l'instinct, bah ça a marché. Ça aurait pu très bien me planter complètement, j'en sais rien, mais en tout cas, j'avais pas de prétention. Je suis arrivé aux sélections équipe de France avec zéro pression. J'étais le mec qui était perdu des radars depuis longtemps. Et puis voilà, je suis arrivé et j'ai claqué des trucs de dingue. Enfin, des trucs de dingue, des trucs très bien en tout cas. Et donc voilà, je suis arrivé sur ma première saison, ma première saison comme ça. J'en revenais pas. mais Du coup, là, j'imagine, t'étais super content, quoi. ah bah là, très content, très fier. Mon club aussi, mon père. Enfin, vraiment, c'était.
ça a été waouh, brutal quoi. Je veux dire, c'était vraiment dingue. Et après, à l'époque, je me rappelle, il y avait, pour les moins de 23 ans, il y avait que le championnat d'Europe. Donc là, je me suis pris une tôle, par contre, au championnat d'Europe. J'avais fait 18e, je crois, sur le bassin de Montemor au Portugal. Un bassin démonté. Oh là là, c'était compliqué. Enfin, bref, j'avais fait 18e. Et donc là, ok, j'ai commencé à découvrir, tu vois, j'avais quoi, donc 21 ans à ce moment-là, en 2012. Et donc, je découvre encore très tardivement et petit à petit le haut niveau. Donc là, j'ai goûté à ce que c'était une compétition internationale, voilà, ce que c'était l'ambiance d'une équipe de France, hein, voilà, avec d'autres personnes, les rassemblements, les stages. Très nouveau pour moi et ça m'a plu, ça m'a vraiment plu et je voulais ne plus faire 18e quoi, au prochain championnat. Non, mais Ouais, ça progressait. ouais, mais je trouve ça super, tu vois, j'avais vu un peu ton parcours là-dessus. C'est vrai que, peut-être que ce qui t'a limité au début, c'est de te mettre trop de pression, justement, d'avoir trop de stress, et finalement d'y aller comme ça a fait que, ça t'a débloqué, d'y aller sans attente, en Ouais, fait. ouais, complètement. Moi, je pense à ça, je pense à d'autres points un peu plus terre à terre, hein, mais ouais, ça, en tout cas, ça a été vraiment le truc qui m'a fait passer un cap. Ouais. C'était de m'aligner. Comme disait Hervé Duhamel, tiens, petit clin d'œil à lui, il disait sur les lignes de départ, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont envie de gagner et ceux qui ont peur de perdre. Ceux qui ont peur de perdre, ils vont perdre. Et ceux qui ont envie de gagner, peut-être qu'ils vont gagner. Pas mal, Du coup, c'est pour ça. du coup de m'aligner sans avoir la peur de perdre et avoir envie de gagner, ça m'a permis de mieux réussir, ouais, clairement. Par la suite, comment ça s'est passé? T'es resté en équipe de France? Les années qui ont Alors suivi? ouais, du coup après, donc là j'avais 21 ans, donc j'avais encore 2 ans après de moins de 23 ans possible, et j'ai gagné les 2 années suivantes encore. En continuant à Euh, t'entraîner, à l'instinct? non, alors du coup, alors à l'issue de ma première année équipe de France, donc je découvre aussi ce que c'est les entraîneurs nationaux, les entraîneurs des équipes de France, hein, que je n'avais jamais côtoyé avant. Et donc là, je m'entraîne, enfin, celle qui était chargée de me superviser sur la saison internationale, c'était Claudine Leroux, aussi une personne très importante dans ma carrière, que je salue et que je remercierai toujours. Et donc là, elle était entraîneur à côté de ça, évidemment, parce que elle est entraîneur en équipe de France, mais elle entraînait ailleurs le reste de l'année. Et elle s'entraînait, elle entraînait sur le pôle France de Cesson-Sévigné, de Rennes. Donc cette année-là, quand elle m'a supervisé sur les entraînements, elle avait une approche que j'aimais vraiment beaucoup, qui était très intéressante et qui me correspondait vraiment bien, très qualitatif. Enfin, elle était très qualitative et très à l'écoute aussi de ce que tu pouvais ressentir, la fatigue, etc. Elle s'adaptait pas mal. Vraiment très intéressante. Donc là, je me suis dit, là, maintenant, je veux m'entraîner avec elle. Je veux m'entraîner avec elle. Et donc, à l'issue de cette année équipe de France, on m'a proposé de rentrer dans un pôle France. Et on me proposait le pôle France de l'INSEP Vers-sur-Marne. Je voulais pas du tout y aller à ce moment-là. Je voulais absolument suivre Claudine qui était sur Rennes. Et j'ai demandé d'aller là-bas. Bon, ça a été un peu compliqué pour accepter, mais en tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait pour arriver sur Rennes. Et voilà. Donc à la rentrée, j'arrive à Rennes. Donc là, on me dit que tu as accepté. Et là, pareil, il s'est passé des choses assez marrantes parce que donc, j'ai eu ma licence. La dernière semaine de ma licence, c'était la première semaine d'école à Rennes, parce que je voulais poursuivre sur un master. Donc là, j'étais comme ça, ok, ton équipe de France. On est en juillet. En septembre, donc tu changes de région encore, tu pars de Mantes-la-Jolie, tu vas à Rennes. Et faut que tu trouves des études, sachant que tous les concours étaient passés pour aller voilà sur les écoles que tu voulais. Moi, si j'avais pas été pris en équipe de France, j'aurais continué dans l'école dans laquelle j'étais à, à Saint-Germain-en-Laye. Et puis là, je dis, je vais à Rennes. Je regarde sur Internet ce qu'il y a. Je contacte des écoles qui me disent, les IAE qui me disent, là, les concours sont passés depuis, je sais plus, avril ou un truc comme ça. C'est bien trop tard, monsieur. Qu'est-ce que je fais? J'étais là, waouh, attends. Alors, où tu vas?
Et après, je voyais une école qui s'appelait l'ECRN, donc l'école supérieure de commerce de Rennes, donc super école. Et là, je me suis dit non, là, c'est un trop haut niveau encore, et ça va être compliqué avec le sport. Et puis même si tu voulais intégrer cette école-là, tu t'y arriveras pas. Sachant que ça coûtait aussi cher, ça coûte cher les écoles de commerce. Je me suis dit, wow. Et en plus, c'était entièrement enseigné en anglais. Enfin, tu vois le package. À l'époque, l'anglais, c'était pas encore ça. Ben non, ça m'avait toujours intéressé l'anglais, mais enfin, vraiment toujours intéressé, mais pas au niveau de rentrer dans des études, quoi. Donc là, je vois ça et je fais, allez, appel. Donc je les contacte et super sympa, ils ouvrent une session, un entretien juste pour moi tout seul, en plein mois d'août, pendant les vacances. Un entretien et des tests. Wow. J'y vais. Bon, bah là, je me suis mis pendant quelques mois, pendant la saison équipe de France, d'ailleurs, je me suis mis la déchire sur l'anglais. Donc au mois d'août, après les championnats d'Europe, donc là c'était les vacances pour moi avant d'attaquer la saison suivante. Je suis allé à Rennes en voiture là, tout seul et du coup je passe ces entretiens. Alors, je tremblais. C'était le stress était revenu. Là, le stress était revenu parce que c'était vraiment bien autre chose que le sport, tu vois. C'était vraiment passer un entretien en anglais, j'avais jamais fait. Les lieux étaient magnifiques, tu vois. C'est une belle école. Je savais pas où j'atterrissais encore, tu vois. J'avais pas de logement, j'avais rien. Et du coup, j'ai pas été le meilleur, mais je vais vraiment expliquer en anglais aux recruteurs que, ok, je suis bien conscient que je suis pas le meilleur là, mais vraiment compter sur moi pour me rattraper et vraiment tout donner par la suite. Et donc, ils m'ont accepté sur motivation, on va dire. Et des tests d'anglais, bien sûr, pas trop mauvais. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Après, j'ai l'impression dans ton parcours que jamais tu ne t'es, par rapport à tous ceux que j'ai interviewés, entraîné 2 fois par jour, vu ta scolarité en fait. Ben, en pôle espoir, si, donc on va dire de mes 16 à 18 ans. Après, de mes 18 à 20 ans, si, je m'arrangeais quand j'étais en IUT à Caen. Je partais en vélo tôt le matin et puis et tard le soir. Vraiment, j'étais un fantôme. Par contre, les personnes me connaissaient là-bas. Moi, je faisais pas la fête, je faisais rien du tout. J'étais KO. Et voilà, donc ma scolarité, clairement, je suis un fantôme. Les gens, ce sera celui qui, sur la photo de classe, qui vont dire, ah ouais, il y avait lui, mais il était jamais là, c'est qui lui? Bah ouais, mais lui, à côté, il s'entraînait comme un dingue. Et j'exagère, hein, j'ai quand même gardé quelques amis, bien sûr. Et puis, donc voilà, donc là, je suis intégré à cette école. Ils m'appellent par la suite, fin mois d'août, tu rentres dans 2 semaines. Waouh! Ok, donc là, j'ai chargé ma voiture de toutes mes affaires. J'avais aucun logement. J'avais loupé la première semaine de cours parce que ma dernière semaine de cours de licence, elle se termine en même temps. C'est Guillaume Burger à l'époque qui m'a hébergé. Il avait un appart sur Rennes parce qu'il s'entraînait aussi sur le pôle France de Rennes à l'époque. Il m'a hébergé gracieusement avec tout mon bazar. C'était voilà, je le remercie aussi au passage s'il écoute. Et du coup voilà, j'ai intégré un pôle France pour la première fois de ma vie. Et alors comment c'était cette expérience du pôle France? Ben là pareil, c'est encore bien un cran au-dessus du pôle espoir etc. Et je me rappelle que j'avais un déficit pas mal alors pas musculaire parce que du coup j'avais quand même pas mal rattrapé avant, mais par contre de foncier. J'avais tous ces cours, ce parcours un peu bizarre, ça a fait que j'avais pas une caisse aussi importante que les autres. Et donc là, on a vraiment travaillé là-dessus la première année où j'étais à Rennes, ma première année de master en fait. Et donc là, j'avais regagné les sélections équipe de France. Pareil, c'était le même rythme que l'IUT. Je m'entraînais tôt le matin, tard le soir, c'était vraiment compliqué. Et je vais te rajouter encore du bizarre après. Et ça va venir. Est-ce que je peux mettre en titre de l'épisode « Je suis bizarre » non, moi je suis pas bizarre, mon parcours est atypique voilà. Et du coup, donc on a travaillé là-dessus. Donc là, je me rappelle, c'était la première année où il y avait les championnats du monde moins de 23 qui sont ouverts. C'était donc en 2013. Donc championnat d'Europe, pour la première fois, je rentre en finale. Je fais 7e en K1 200 mètres. Après, j'ai été pris pour les championnats du monde. J'avais loupé la finale à une place et je gagne la finale B ensuite, donc 10e au championnat du monde.
Donc, tu vois, il y avait une bonne progression par rapport à l'année précédente où j'avais fait 18e au championnat d'Europe. Et puis l'année suivante, c'était la fin du master, donc de mon master. Et puis, donc, il fallait trouver un stage de 6 mois. Donc là, haute complication. Tu vois, pour un sportif, c'est compliqué, tu vois. Tout ça, déjà, les cours, c'est compliqué, mais en plus, avec les stages, les entreprises, vraiment, vraiment dur. Sachant que j'ai jamais redoublé, jamais dédoublé non plus les années. Maintenant, tu as cette possibilité-là hein, de faire 2 années pour en faire une seule, donc ça me dégage du temps. Jamais j'ai fait ça. Et donc là, je dois trouver une entreprise. Donc là, à l'époque, je fais un entraînement, puis à Rennes, et on me dit, bah, il y a un entrepreneur qui vient pour tester une machine. Alors, je comprenais pas trop ce que c'était, mais c'était une caméra qui te suivait automatiquement quand tu... Enfin, elle était posée sur un trépied, la caméra. Toi, tu portais un bracelet et la caméra posée sur le trépied, elle détectait le bracelet et puis elle te suivait automatiquement. Tu vois? Ouais, je vois. Et tu vois, enfin, ouais, non, je trouvais ça complètement dingue à l'époque et ça l'est toujours d'ailleurs. Et du coup, le gars vient, il fait son test, il voulait tester sur les sportifs hein, parce que c'était le marché visé. Et je fais, mais c'est génial votre truc, mais vous faites ça comment et tout. Mais il dit, moi, on est basé à Brest. Donc, tu vois, Rennes-Brest, c'est à 3 heures de route. Et je fais, ah ouais, ouais, ben, et vous cherchez pas un stagiaire? Et là, du coup, ils me disent, bah, ouais, ça pourrait carrément nous intéresser pour développer un peu le marketing de la boîte qui était vraiment toute naissante. Et donc, ils m'ont accepté. Là, là, pareil, j'ai marché à l'instinct encore. Parce que à première vue, à Brest, à 3 heures de Rennes, c'est pas l'idéal, tu vois, pendant 6 mois. Donc là, j'ai fait bon, comment je fais maintenant? Donc j'ai négocié avec lui, avec Eric, hein, le patron de la boîte, que je remercie et que je salue aujourd'hui, où je faisais 2 jours à Brest et le reste du temps, je le faisais à Rennes de la semaine. Donc lundi, mardi, voire mercredi, j'allais à Brest. Je partais le dimanche soir. Donc là, j'ai trouvé un petit logement chez l'habitant, chez une grand-mère qui louait son garage. J'ai dormi dans son garage. Et puis sur place, je me rends compte que c'était un peu compliqué de faire la course en ligne à Brest. Donc j'ai fait, waouh, bon bah faut que je trouve un autre moyen. Je vais faire du kayak de mer de l'Océan Racing. Et donc là, j'ai croisé un gars sur place, Boris Gimbrès, que je salue aussi aujourd'hui, et qui était un super bon descendeur et un très bon gars de la mer, et super motivé parce qu'il faisait des études en même temps. Et, euh, et on allait s'entraîner à 7 heures du matin ensemble et le soir ensemble, pareil. Donc voilà, on s'est motivé pendant plusieurs mois ensemble dans des conditions assez compliquées. Moi, le matin, j'allais travailler après l'entraînement, fatigué. Je passais ma journée de travail où il fallait faire pas mal de choses. Après, le soir, fallait à nouveau aller s'entraîner dans la rade de Brest de nuit dans la mer, donc ce qui n'est pas forcément l'idéal. Mais je l'ai fait. Tu vois, c'est un peu bizarre des fois ce que j'ai fait, mais voilà, on s'entraînait dans la rade de Brest en kayak de mer. Et ça m'a énormément apporté en course en ligne. Ça t'a apporté par rapport à quoi? Au fait d'être instable sans arrêt? D'avoir des vagues partout? Ça m'a apporté pas mal de choses. Déjà dans l'approche du mouvement, l'approche de la glisse. Tu pédales, tu utilises beaucoup moins les jambes en Ocean Racing qu'en course en ligne. Donc vraiment, tu es obligé d'avoir un gainage très solide. T'adapter tout le temps en condition des vagues qui sont bien plus importantes que la course en ligne, bien sûr. Et donc, ça m'a apporté un toucher, un appui, un gainage, un avancement de bateau qui ont été intéressants par la suite, ouais. Et puis, tu vois, ça, c'était en 2014. C'est ma dernière année de moins de 23 ans. Mon stage se termine et l'année se poursuit. Je suis repris en équipe de France en gagnant à nouveau chez les moins de 23 ans. Et il y avait les championnats d'Europe à Mantes-la-Jolie. Là, tu vois, c'est rigolo, ça arrive qu'une seule fois. C'était la dernière année de mes moins de 23 ans. Il y a le championnat d'Europe des moins de 23 ans à Mantes-la-Jolie, dans mon club, t'imagines? Enfin, la probabilité est dingue. Et donc là, j'étais en K1 200 mètres, mais une nouveauté, j'étais aussi en K2. Et donc là, on fait aligner avec un petit jeune avec qui j'étais à Caen d'ailleurs à un moment. C'était Guillaume Le Floch. Et Guillaume Le Floch de Corchemont. Et donc en K2, on fait la médaille de bronze. Première médaille internationale pour moi et pour lui sur un événement majeur, je pense. Et du coup, super expérience. Et vraiment, c'était dingue. C'était vraiment un moment important, voilà,
pour moi cette première médaille. Et puis j'avais fait 5e aussi en K1, en monoplace. Ouais, donc, on voit bien ton évolution quand même chaque année. Chaque année, tu Ouais, grappilles des ouais. places. C'est vrai que j'ai une évolution lente, mais assez constante au final, ouais, pendant toutes ces années-là. Et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et après au championnat du monde, j'avais fait 7e. J'étais rentré en finale aussi pour la première fois. J'avais fait 7e en monoplace. Donc voilà, c'est comme ça que mes années de moins de 3 sont conclues. Et par la suite, je suis allé sur le pôle France de l'INSEP, à Vers-sur-Marne. Est-ce que t'as toujours eu en tête de faire du 200 mètres? On va dire que c'était ma qualité première. Ma qualité première, c'était vraiment le sprint. Et au fur et à mesure du temps, elle a évolué. J'ai un petit talent naturel, on va dire, en sprint sur 200 mètres, mais je suis vraiment pas dégueu non plus sur 500 mètres. Et notamment dans les équipages, parce que dans mon histoire de club aussi, j'ai fait pas mal de médailles en kayak 4 places à 500 mètres, qui est maintenant le bateau que j'affectionne vraiment particulièrement. Donc jusqu'à longtemps, ça a été mon projet. Là, ça l'est aussi un petit peu, mais le K4 500 mètres, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment plus aujourd'hui. D'ailleurs, dans l'évolution après de ma meilleure performance, c'était en 2018. On rentre en finale sur une distance olympique en kayak 4 places à 500 mètres et on fait 6e avec Étienne Hubert, Guillaume Burger et Guillaume Lefloc. Ok, ouais, donc plutôt sympa. Bah ouais, non, c'est. Qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint finalement l'INSEP et Vers-sur-Marne alors que tu voulais pas y aller à la base? Parce que, eh ben, tu vois, une grande qualité aussi qu'elle a eu Claudine, c'est de me dire, Claudine Leroux, c'est quand j'étais au pôle de Rennes, c'est de me dire, bah là, je pense que il faut que que ailles chercher autre chose parce que j'ai des choses à t'apporter, bien sûr, toujours, hein, mais tu iras chercher mieux que si tu restes là où il y avait un peu moins d'athlètes à cette époque-là. Euh, Tu gagneras plus à aller à Vers et à découvrir d'autres entraîneurs, François During, etc., euh, que de rester. Donc là, pareil, nouveau changement de vie. Donc là, j'ai obtenu mon master, hein. Donc j'ai eu mon master. Je déménage dans la région parisienne. C'était compliqué, c'était une année difficile parce que j'ai dû trouver un petit, voilà, donc tu as ton diplôme et voilà, vas-y, démerde-toi maintenant. C'est toujours le cercle vicieux, tu vois, pour les sportifs comme nous, c'est-à-dire que plus tu travailles, moins tu peux t'entraîner. Et donc, moins t'es bon au kayak, mais tu peux payer ton loyer et manger. Et plus tu t'entraînes, moins tu peux travailler. Et donc après, bah, là, tu as un gros souci d'argent si t'as pas les parents derrière. Et il y a un truc qui cloche vraiment, vraiment. Et là, je me suis pris mais en pleine tronche. Cette année-là, en 2015, ça a été compliqué, mais vraiment dur. J'ai dû trouver. Donc là, je dormais dans l'INSEP. C'est une possibilité qu'il y a, de dormir dans l'INSEP. Ça coûtait une blinde. Ça coûtait une blinde de. Tu te souviens combien ça coûtait? Ah, je sais plus. Puis en plus, il facturait au trimestre. Tu vois, fallait lâcher une somme énorme. Tous les 3 mois, tu n'avais pas possibilité de payer tous les mois. Ah, c'était nul. J'ai détesté. Vraiment, c'était une année horrible. Et du coup, j'ai trouvé un petit job à Decathlon, à Clé-Souilly. Ah, Clé-Souilly, bah, je connais bien, mais c'est peut-être croisé là-bas alors. Bah écoute, peut-être que je t'ai vendu une paire de chaussures au rayon montagne. Ah, t'étais rayon montagne? Ouais, j'étais, ouais. Donc, ouais, bah tu vois, il m'avait même pas mis au rayon nautique. J'étais étonné. Et ouais, j'étais au rayon montagne et un petit contrat de 10 heures. Donc clairement, les contrats de 10 heures, c'est les contrats où voilà, faut combler les tâches un peu ingrates, on va dire. Et du coup, j'ai détesté ce travail. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. C'était super compliqué. Donc, t'imagines bien qu'à 10 heures à Decathlon, tu gagnes peanuts et du coup, même pas assez de quoi payer un loyer, ni de manger, ni payer l'essence. Hein, tu vois, je crois que, enfin voilà, c'était vraiment dur, sans possibilité de revenus, mais il fallait que je m'entraîne. Tu vois, quand tu t'entraînes 2, 3 fois par jour, c'est compliqué de trouver un travail qui s'arrange pour toi, qui comprend, qui est possible aussi, bien sûr, parce qu'il y a des métiers où c'est pas possible. Donc là, vraiment, année. François, mon entraîneur, donc mon nouvel entraîneur sur place, François During me disait, j'ai l'impression que tu travaillais 60 heures. Tu sais, ça te coûtait 60 heures mentalement, quoi. J'y allais à reculons, j'aimais pas ça. En plus, ça menait à rien. J'avais un gros souci d'argent. Et, euh, et là, je savais plus quoi faire, quoi.
c'était vraiment compliqué. Du coup, j'ai fait, bon, voilà, faut que je trouve un truc là, faut que je fasse quelque chose. Je suis allé à mon club, à Mantes-la-Jolie, donc qui est dans l'autre côté de la région parisienne, mais au club omnisport, parce que l'AS Nantaise, c'est pas que le canoë-kayak, c'est 31 sections, 4000 adhérents, c'est vraiment un gros truc omnisport. Et donc, je suis allé toquer à l'omnisport, que je connaissais pas du tout personnellement. Et je leur ai dit, ben voilà, moi j'ai un master, je sais qu'il manque ça au club, selon moi, parce que je connais bien puisque j'y suis depuis très longtemps. Et moi, je peux l'apporter. Par contre, la contrepartie, c'est que voilà, moi, je suis sportif de haut niveau, je dois m'entraîner. Laissez-moi la possibilité, faites-moi confiance. Et ça s'est super bien passé. Donc, on crée le poste. Je suis vraiment allé au culot. On crée ton poste et voilà, t'as ça comme mission, faut que tu le fasses. Tu te débrouilles. Et après, moi, je pouvais m'entraîner parce que j'étais dans mon club. Donc là, tu vois, je suis reparti avec un entraîneur structuré, etc., à repartir m'entraîner un peu tout seul. Et le deal, c'est que je pouvais aussi partir 2-3 jours tous les mois ou toutes les 3 semaines, je crois, aller à Vers-sur-Marne pour me rentraîner avec François During et les autres athlètes. Et donc voilà, tu vois, le pari encore un peu. Quelle était la mission qu'ils t'ont confiée? Eh ben, tu vois, c'est toujours la mission que j'ai actuellement d'ailleurs, parce que je suis toujours employé depuis fin 2015 à l'AS Nantaise. Je suis chargé de communication et de partenariat. Je suis responsable de la communication de tout le club. Donc il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire avec autant d'adhérents et un si grand club. Donc voilà, c'est ma mission et c'était ma mission et ça l'est toujours. Ok. Et Donc, ce fait d'être retourné justement t'entraîner en club et moins à Vers, est-ce que ça t'a permis quand même de continuer à progresser? ouais, bah alors là complètement, c'est un autre moment où il fallait que je fasse les choses encore différemment que ce qui est pensé bien. Donc là, je suis parti au club. J'avais des horaires où je pouvais bien m'entraîner. C'était assez calé quand même. Je m'entraînais par contre. Alors, je m'entraînais pas tout seul. Je m'entraînais avec Magid Jabour et Benjamin Tournade, des grands amis de club et que j'aurai toujours dans mon cœur. Vraiment des personnes importantes pour moi aussi. Et on s'entraînait voilà au club tous les trois. On avait un bon niveau. Magid voulait courir pour le Maroc aux Jeux Olympiques parce qu'il a la double nationalité française et marocaine. Et du coup, il s'entraînait à fond à Mantes-la-Jolie depuis gamin. Il était bien avant moi. Et voilà. Et donc, on s'entraînait tous les trois, tôt le matin aussi, un peu tard le soir. Moins qu'avant, mais voilà, j'avais des heures un peu plus convenables. Et donc là, ça m'a permis, tu vois, d'être un peu mieux payé parce que j'avais un peu plus d'heures, mais je pouvais les arranger comme je voulais. Donc là, je pouvais enfin payer mon loyer et manger. C'est horrible de dire ça, mais j'en étais là. Et du coup, ça m'a vraiment donné de l'oxygène, d'être serein, de savoir que ça va, tu vois, je vais pouvoir manger, je vais pouvoir payer mon Mais loyer. j'ai vu, alors j'ai deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est que pendant longtemps, tu as fait des vidéos sur YouTube, je t'en parlais avant le podcast, où justement on te voyait, ça te mettait pas mal en avant. Et d'autre part, j'ai Ouais. vu que tu avais un sponsor aussi depuis quelques années. Oui, alors ouais, alors pour les vidéos, ça a été c'est- pour combattre un peu les temps morts, tu sais, d'une compétition internationale, d'un championnat d'Europe ou du monde, etc. Je me suis dit, je vais prendre un appareil photo et je vais faire des photos des autres, c'est super cool, ça rend service à tout le monde. Notre sport n'est pas le plus visible et en plus, ça permet d'en faire. Je me suis acheté un petit appareil photo, je prenais des photos de tout le monde sur les championnats d'Europe, les machins, et puis après, je me suis dit, je peux en faire des vidéos aussi. Et sur les stages, j'en faisais. Et ça me faisait passer le temps. C'était un moyen pour moi de combattre le stress entre, tu sais, quand tu as 4 heures, par exemple, pour une série, une demi-finale, et que tu as juste le temps de gorgarger, t'as pas trop le temps de rentrer à l'hôtel parce que c'est un peu loin et ça va te coûter de l'énergie. Et tu es sur le bassin, tu fais quoi? Franchement, il y a rien à faire. Et du coup, j'ai trouvé ça comme moyen et ça m'a bien éclaté. J'ai continué, j'aime bien faire des petites vidéos avec les GoPro, les machins, avec plaisir. Et puis ça me permet de partager voilà, des moments avec ceux qui suivent sur la page Facebook, Instagram, la famille, et puis toutes les Ouais, personnes qui bah, suivent, hein, mine de rien. j'aimais bien ces vidéos et quand je cherchais des informations sur le kayak, je crois que c'est tombé assez rapidement justement sur ta chaîne YouTube où tu mettais des vidéos et j'étais déçu que Ouais. tu aies arrêté quoi. Bah ouais, YouTube, c'est vrai que j'ai plus trop eu le réflexe après parce qu'il y a eu les Facebook et les machins qui sont arrivés par la suite. Et c'est vrai que Je naturellement, crois que je me souviens d'une vidéo que tu avais faite sur un stage, c'est pas à Dubaï ou un truc du style? ah si, non, on avait fait un stage à Abu Dhabi. À Abu C'était mon Dhabi. premier stage senior. Ouais, c'était en 2015.
Ouais, c'était après que je fasse la médaille au championnat d'Europe, la saison suivante. Je suis pris à mon premier stage avec les grands. Oh là là, j'en ai chié à celui-là. Ouais, ça Ah, avait c'était l'air trop dur. original et c'était bien là-bas. C'était super, c'était un super endroit. On n'a pas renouvelé par la suite par des raisons de coût. Ça coûte super cher d'organiser un stage là-bas. Et puis je crois que le gars qui fait, enfin comment dire, qui louait les kayaks sur place n'a pas poursuivi son activité. Et donc c'est plus trop possible, je crois, d'aller s'entraîner là-bas facilement pour une grosse équipe de France. Mais ouais, waouh, c'était un moment unique dans ma vie aussi parce que c'est vrai que c'est pas trop le genre de destination auquel on va d'habitude. Et c'était un paysage très différent de ce qu'il y avait d'habitude. C'est pour la première fois un paysage très chaud aussi, des bonnes conditions d'entraînement avec des gars super forts. On n'était que 5, pardon, en kayak homme, je parle. Il y avait Maxime Beaumont, Sébastien Jouve, Maxime Richard, le Belge, moi et Magid Jabour, d'ailleurs, mon coéquipier de club qui était là et qui a pu se greffer en tant qu'athlète marocain. Et du coup, c'était super dur. Les mecs, ils avançaient. C'est une machine de guerre, tu vois. Sébastien Jouve en EB1, vraiment, il est super, il était super fort. Et tous les autres aussi, mais lui particulièrement. Et c'était super dur de les suivre. Donc, c'est aussi un bon souvenir parce que j'ai découvert des trucs dingues et j'ai vécu des choses assez incroyables. Et aussi, je me souviens de comment j'en ai bavé, quoi. Et C'est le métier qui rentre. est-ce que le fait de faire cette vidéo-là t'a aidé justement à trouver ton sponsor? Si j'ai pas de bêtises, c'est Biotisan? Biotisané, ouais. Alors, enfin, j'ai plusieurs partenaires, notamment publics, mais en privé, j'en ai un seul, ouais. C'est Biotisané, en tout cas, qui me suit depuis de nombreuses années. C'est un partenaire, comment dire, alimentaire, enfin, en complément alimentaire, qui me suit depuis 2016, je crois. Alors, en 2016, j'avais eu une hernie discale, une sale blessure qui m'a aussi fait remettre en cause pas mal de choses. Tu t'es fait ça comment? Alors, c'était en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, j'ai fait un mouvement d'échauffement nouveau. Ça, c'était aussi un des trucs que je retiens. On fait jamais un truc nouveau au dernier moment. Et mon dos, il a explosé. Franchement, j'ai eu une douleur de dingue. Hernie discale tout en bas, enfin la dernière Elle vertèbre s'inquiète. en bas. Voilà, je me rappelle jamais. Hein. On le dit toujours, mais j'oublie toujours. Ouais, celle-ci, voilà. Et du coup, je me rappelle que la kiné, elle a dû faire un truc horrible. Elle m'a fait tellement mal pour colmater, entre guillemets, la douleur pour que je puisse courir ma finale en Coupe du Monde. J'étais en finale B où j'ai fait deuxième. J'ai couru malgré l'hernie parce qu'elle a anesthésié la douleur. Je te raconte même pas comment tellement c'était horrible. Et du coup, après, j'ai fait deuxième et après, j'ai été mobilisé pendant 5 mois. Ça a été une sale période. Très, 5 très mois? sale Ah ouais, période. tu t'es Ouais. vraiment, tu t'es fait une belle hernie alors. Ouais, ouais. J'ai fait 4 mois vraiment où c'était zéro sport. C'était vraiment même difficile de s'asseoir, tu vois. Et puis vraiment, tu pouvais rien faire. C'est là que tu te rends compte comment c'est important cet endroit-là. Et Tu peux pas faire du gainage, tu peux pas dire je vais courir. Tu fais rien, 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 rien. tu t'es pas fait opérer? Non, alors ça c'était vraiment comment dire l'échec, on va dire thérapeutique de faire une opération. J'ai suivi un. Ah tiens, c'est marrant, ça va rejoindre l'histoire. C'est que j'ai suivi un kiné sur place, donc j'étais à Mantes-la-Jolie en 2016 encore. Et je vais voir un kiné à Vernon parce qu'on m'a dit qu'il est vraiment, vraiment bon. Donc là, Yves-Laurent Mayoral, je vais le voir. Il était à une demi-heure de chez moi, mais ça valait le coup de s'entourer de la meilleure personne, même si c'était un peu loin. Et donc, on a fait un vrai travail de rééducation plutôt que de faire une opération. Et je pense que c'était la meilleure option aujourd'hui, hein, parce qu'après, j'ai cartonné par la suite. Et, euh, et puis, comment dire, c'est lui qui m'a parlé. Donc, on a balayé un peu tous les aspects de la performance et puis de la récupération pour cette hernie. Donc là, que ce soit la nutrition, l'hydratation, les étirements, la posture, il est venu à mon club de kayak voir comment était foutu mon siège de bateau pour voir si c'était peut-être dû à ça. Enfin, tu vois, vraiment un gars super, vraiment top. Et du coup, lui consommait personnellement Biotisané. Et du coup, il m'a dit, bah tiens, écoute, si tu veux, je peux les contacter. Parce que vraiment, je pense que c'est une super solution. Et du coup, t'imagines, toi, le kiné, il est tellement gentil. Il a réussi à me faire sponsoriser. Donc ça,
de tisaner mon profil les intéressait et ils m'ont toujours suivi, accompagné dans ma récupération de ma blessure jusqu'à maintenant pour avoir vraiment tout ce qu'il me faut au niveau Parce qu'avant complément. avant ta hernie, t'étais pas à cheval sur ton alimentation et les compléments alimentaires? Eh ben, je pense que j'étais pas mal, mais j'étais loin de. Enfin, j'avais beaucoup d'idées, je pense. Voilà, je pensais avoir des connaissances. Et en fait, j'étais assez éloigné de pas mal de choses, des aspects de micronutriments. Tu sais, on parle tout le temps, tu vois, protéines, glucides, voilà, les macronutriments, mais tu oublies aussi pas mal la partie micronutriments, donc toutes les vitamines, minéraux, et puis l'équilibre qu'il doit y avoir, tu vois. Enfin, il s'agit pas de mettre trop d'une vitamine pour, voilà, enfin voilà, toute une question d'équilibre encore. Et donc là, ça m'a permis de me pencher vraiment là-dessus et de me rendre compte que c'était vraiment plus complexe que je pensais, la nutrition, et de mettre un jour là-dessus. C'était peut-être un mal pour un bien, tu vois. Et donc aujourd'hui, tu optimises beaucoup ta nutrition? Eh ben, je pense que je suis pas le gars qui va peser au gramme près non plus. Par contre, ouais, je fais toujours attention à varier. Déjà, à varier aussi, à varier, je veux dire, les plats, hein, et puis aussi à bien me complémenter. Moi, je pense que c'est important. Il y a des pour, il y a des contre. Alors déjà, la question de la possibilité du dopage, elle est à lever, mais en tout cas, avec eux, j'étais tranquille parce qu'elle est normée AFNOR, antidopage. Donc là, j'étais vraiment très bien tombé sur la qualité. Et donc voilà, ouais, ça m'a permis d'être un peu plus à cheval dessus sans être non plus omnibulé par ça, quoi. Tu vois, je veux dire, la nutrition, c'est très important, c'est ton carburant, mais il y a tellement d'aspects dans la performance qu'il n'y a pas que ça, quoi. Sinon, les journées seraient très compliquées si tu devais peser à chaque gramme d'oméga 3, de vitamine C, de D, tu vois. Je mange bien, voilà. Et puis, je suis bien complémenté. Et voilà, j'ai passé cette question. Maintenant, elle est ancrée en moi. Qu'est-ce que tu as changé à ton retour de hernie? Alors, tu as changé ton siège. J'ai vu que pas mal de personnes après des hernies mettaient un siège rotatif. Est-ce que toi, Ouais, t'as fait ça ou pas? Ou t'as changé d'autres trucs techniques? ouais, j'ai passé par là. Ouais. Je suis passé par changer de siège. J'avais un siège qui remontait beaucoup et qui pouvait bloquer un peu la rotation du bas de mon dos. Donc, ça faisait vraiment alors, c'est un peu dur à dire au téléphone comme ça, sans schématiser avec des mains, mais ça faisait un gros levier sur une vertèbre en particulier, et du coup, elle a tout pris, quoi. Elle a tout pris, et du coup, je suis passé sur un siège beaucoup plus plat qui m'a permis de plus compter sur mon gainage et ma transmission que sur le fait d'être calé, tu vois, dans un fauteuil, entre guillemets, tu vois. Oui, Du coup, je vois. Bah moi, j'ai un siège justement qui remonte, et là, t'as pris un siège ouais. qui remonte pas en fait. Ouais, c'est ça. Bah, alors moi, je trouvais ça très agaçant au début, ce genre de siège, parce que quand t'as pas les bonnes notions de comment tu appuies sur les jambes en kayak et que tu le fais mal, quand t'appuies, enfin logiquement t'appuies sur quelque chose, tu recules. Oui, Et bah du voilà, coup, tu sors un peu du siège, voilà, tu effectivement. sors du siège. Et en fait, pas du tout ça. Quand tu pagayes bien et que tu as cette notion-là de transmission et de jambes et de gainage, tes fesses elles vont pas sortir du bateau du tout. Et du coup, moi, j'avais pas compris ça. Donc, tu vois, au final, toutes ces galères, c'est toujours des opportunités. Les crises, c'est des opportunités. Vraiment, c'est quelque chose que je retiens. Les crises sont des opportunités pour apprendre et faire les choses différemment. Et donc, voilà. Donc, j'ai appris plein de choses de cette hernie, de cette grosse blessure. Est-ce que tu as accordé plus d'importance, j'allais dire, à des exercices de gainage par la suite ou des étirements? J- Alors, le gainage, je pense, que j'étais pas si mal, mais il manquait des choses. Il manquait les jambes aussi, qui étaient un peu plus faibles que le haut du corps, en tout bon kayakiste. Et beaucoup plus attentif aux étirements. Ouais. Les étirements, le sommeil. Le sommeil, tu vois, avec tout ce que j'ai pu te raconter auparavant, je sais pas si on se rend compte, mais il n'y avait pas beaucoup de place au sommeil. Les études, le travail, ça m'a fait coucher à des heures. J'ai même pas envie de le dire, tellement c'est pas un bon exemple pour les plus jeunes qui pourraient m'écouter. J'ai vraiment un parcours atypique que je recommande pas du tout. Vraiment, il y a des trucs que j'ai fait. Je te passe quelques anecdotes, mais tu vois, quand j'étais en licence, avec le rythme alternance, j'ai failli me tuer 2 fois sur la route tellement je m'endormais en volant. Ouais. Non, non, vraiment. Et tu vois, bref, tu vois, au final, il n'y avait pas beaucoup de place à la récupération. Et ça,
ça a été vraiment l'hernie discale, un moment de se dire, faut dormir, faut s'étirer, faut manger de manière complète. Enfin, tu vois, à un moment, des fois, moins c'est plus, des fois. Quand tu veux forcément faire un entraînement, il est super tard et que t'es mort et que ça ira à rien. Franchement, tu vas juste te faire mal. Et, euh, et du coup, voilà, ça m'a permis de voir les choses un peu Ça différemment. veut dire qu'aujourd'hui, si t'es fatigué, tu peux sauter une séance? Ah, franchement, ça m'arrive régulièrement. Ça, je te le dis, je suis pas le mec qui a la plus grosse capacité d'entraînement des gars. Il y en a, c'est des machines de guerre. Je vais pas les citer pour pas les flatter, hein. Mais il y a des gars en équipe de France là, que je côtoie au quotidien qui sont vraiment des machines d'entraînement. Des mecs qui sont jamais malades, ils sont jamais fatigués. Enfin, il y en a très peu, hein, mais il y en a quelques-uns. Et voilà. Mais moi, je suis pas ce gars-là. Si je suis fatigué, ça se paye assez cash. Une petite blessure, tu tombes malade, c'est un bon gros rhume qui te couche pendant 3 jours, tu peux pas respirer. Euh, voilà, vraiment, en fait, même si je voulais passer outre, je pourrais pas maintenant. Mon corps me rappelle directement à l'ordre. Donc, ça Ok. m'arrive de louper une séance, ouais, ouais, carrément. D'ailleurs, ça a été un des points que j'ai vu avec François During, qui est mon entraîneur depuis pas mal d'années aussi, quelqu'un de très important pour moi. Et on a vu ensemble, maintenant, il me connaît très, très bien. Et puis, il sait identifier les moments où moi, j'ai envie de continuer. Et lui, il me dit, ben là, clairement, tu vois, prends du recul, là, tu vois, t'es la tête dans le guidon, là. Mais on est clairement dans une situation où tu vas le faire et ça va rien. Tu vas juste faire pour cocher une case dans le plan d'entraînement et ça va pas te faire avancer plus vite le jour de la course. Là, il faut te reposer et ce sera mieux. Est-ce que tu as des séquelles de ta hernie discale? Non, pas trop. Alors, j'ai toujours un dos fragile de manière générale, parce que j'ai une petite inversion de courbure au milieu du dos. Donc, ça fait que mon dos n'amortit pas de la même manière que d'autres, par exemple. Voilà, donc je peux avoir un dos fragile. Il faut vraiment que j'y fasse attention à la chaîne postérieure, à faire beaucoup d'étirements. Tu vois, les étirements, vraiment très important pour moi. Et C'est-à-dire que toi, tu peux en faire tous les jours? ah ouais, ouais, tous les jours. Moi, c'est le soir. Souvent, moi, je le cale le soir. Déjà, c'est à distance des entraînements. Et je suis de ceux qui croient qu'il faut pas trop s'étirer trop proche des étirements. Et donc, je m'étire le soir. Voilà, je peux regarder un film et pendant le film, m'étirer. Voilà, je prends toujours 20 minutes, tu vois, 15-20 minutes, mais toujours, très régulièrement. C'est pas des séances longues d'1 heure ou tu vois, ou des grosses séances, mais par contre, c'est tous les jours. Et tu vas étirer aussi bien le haut que le bas? Eh ben, ça peut paraître bizarre, mais les kayakis, je pense qu'ils ont beaucoup plus besoin d'étirer la chaîne inférieure et dos, qui est beaucoup plus sollicité. Enfin, le kayak, c'est pas du tout un sport de biceps, hein. C'est pas les bras qui te font avancer en bateau. C'est une chaîne complète. C'est une chaîne qui part vraiment, mais des pieds, tu vois, l'appui sur ton cale-pied, jusqu'au trapèze, quoi. Vraiment, c'est une chaîne liée. Et s'il y a un maillon faible, t'es foutu. T'as beau, tu vois, j'ai souvent cette comparaison de me dire, t'as quelqu'un qui tire 150 kilos. T'en as un autre il tire 100 kilos, voilà. T'as l'autre, il tire 150 kilos, mais il transmet que 50%. Le reste, c'est de la perdition. L'autre, il tire 100 kilos, mais il en transmet 75%. Ben, l'autre, il a tiré 75 et l'autre, enfin, pardon. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. J'ai pas les chiffres exactement en tête, mais tu vois, Oui, oui. celui qui transmet plus va gagner, quoi. Ok. Et donc, ouais, non, je pense que pour moi, c'est vraiment plus les jambes, le dos qui sont sollicités en bateau que les bras ou les pecs, tu vois. Enfin, vraiment, donc plus le bas, ouais. T'as mis combien de temps à revenir à ton niveau après ta hernie? Ça, alors ça, c'était en 2016. Euh, je loupe les championnats d'Europe que je devais faire en K2 avec Aurélien Le Gall à l'époque. Et j'ai mis, alors, déjà 4 mois vraiment sans effort, mais vraiment aucun effort. J'ai perdu du muscle vraiment fort. Déjà, je suis pas le plus costaud, alors j'ai perdu le peu que j'avais. Et puis après, quand je suis remonté, déjà, j'avais encore un peu mal parce que ça s'est pas refait d'un coup. J'avais mal au dos, c'était douloureux de monter en kayak. C'était une cicatrice, hein, tu vois, une cicatrice fraîche dans le dos. Et au, dé- au début, ça a été très compliqué, vraiment.
J'avais l'impression d'avoir une perche de 100 en hauteur à la place d'une baguette. Elle me paraissait énorme. Je me disais, mais d'habitude, comment je pouvais tirer ça, quoi? C'est vraiment trop gros. J'ai mis plusieurs mois, mais en fait, c'est compliqué pendant longtemps et d'un coup, ça revient. C'est-à-dire que le corps a une mémoire qui est phénoménale. C'est vraiment une machine aussi forte que fragile. Je trouve vraiment impressionnante. Et elle se souvient et du coup, après, tu regagnes ton niveau musculaire, tu regagnes ton niveau d'endurance, tu retrouves ta technique, ton toucher, ta gestuelle. Et après, en 2017, tu vois, j'ai fait ma première sélection officielle en équipe de France senior. Ok, ouais, donc t'es revenu quand même assez vite alors. Ouais, je suis bien revenu et puis voilà, j'ai fait ma première saison, mon premier championnat du monde en 2017. Et c'est vrai que quand je regarde, il suffit de le raconter pour se rendre compte que c'est pas mal d'échecs qui m'ont amené à être meilleur. Ouais. Et du coup, en 2017, premier championnat du monde à Ratchétier, en République tchèque, où j'étais sur une distance non olympique, le K2 200 mètres, avec Pierre Baïd. L'année suivante, en progression, tu vois, je passe sur un bateau olympique, le K4 500 mètres, et on rentre en finale. On fait sixième, donc ouais, non, il y a eu des belles Pendant tranquillement. tout ce temps-là, tu continues à t'entraîner en grande majeure partie à Mantes, la Jolie Ah, et à Vers. ouais, bah alors en fait, à un moment donné, en 2000, oui, tout ça jusqu'à 2018, c'était à Mantes-la-Jolie, et je revenais de temps en temps à Vers-sur-Marne. Et arrivé un moment, encore une fois, on s'est dit, bah là, il va falloir changer de mode de fonctionnement parce que ça faisait, alors, 2015 jusqu'à 2018, ça faisait 3 ans que j'étais à Mantes-la-Jolie, sur place, je veux dire, à m'entraîner sur place à Mantes-la-Jolie, après être parti de Vers-sur-Marne. Et là, avec François, on s'est dit, bon, bah là, à un moment donné, si tu veux passer les caps, faut repasser, faut revenir là, faut vraiment faire quelque chose. Je suis plus ton entraîneur vraiment, parce que tu es à distance. Et on a dit, je reviens. Donc là, j'ai demandé, je voulais pas refaire la même erreur, en fait, revenir à Vers-sur-Marne en n'ayant pas de travail, avec quelque chose d'impossible à concilier. Donc là, j'ai demandé à mon employeur, l'AS Nantaise, de me laisser faire ce que je fais à distance. La confiance a pu s'installer en 3 ans, tu vois, de vraiment la confiance, ça se gagne, hein, vraiment un travail sérieux, où c'était fait, etc. Donc ils avaient entièrement confiance en moi et ils m'ont laissé revenir à Vers-sur-Marne en travaillant pour l'AS Nantaise à distance. Et donc aujourd'hui, je peux que ce club est fantastique, tu vois, tant du côté sportif que du côté employeur. Enfin, c'est vraiment, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Je suis allé la chercher cette chance, mais voilà, ça arrive pas à tout le monde et je suis conscient de la chance que j'ai d'avoir un employeur qui m'a laissé faire ça. J'ai une question personnelle. T'es pas obligé d'y Oui, répondre, dis-moi. mais est-ce que t'es en couple? J'ai l'impression que tu Oui, bouges un peu tout le temps, donc est-ce que t'es en couple? ouais. Ben, oui, oui, ça fait. Ben là, tu vois, dans un mois, là, tu vois, on est le 27, là, enfin, dans un mois, là, ça fera le 28 mars, ça fera 7 ans que je suis avec quelqu'un. Ok, donc elle te suit dans ce parcours mouvementé alors. Ouais, bah voilà, tout à fait. Ça fait depuis 2014. Elle m'a connu. Bah, après, j'ai été clair en fait. J'ai été clair avec elle pour pas qu'il y ait de mauvaise surprise d'un côté ou de l'autre. C'est qu'en 2014, j'étais déjà en équipe de France, l'année où je fais ma médaille supérieure d'Europe avec Guillaume. Et c'était ancré en moi. Tu vois, elle a pas connu une personne qui n'était pas sportif et qui est devenue sportive, qui est rentrée en équipe de France. Enfin, quelqu'un qui a changé, tu vois. Donc c'est plus facile, même si c'est pas facile et que j'ai vraiment de la chance. D'ailleurs. Je suis dans mon appartement là et puis elle est pas loin et je la remercie aussi pour toute son aide et son soutien parce que vraiment, voilà, j'ai parlé de pas mal de personnes et j'en oublie, hein, bien sûr, qui ont été importantes dans mon parcours, mais elle est primordiale. Oui. Ok. Et donc là, bah, on est 2018. T'es donc à 400-500 mètres. Ouais. Comment ça se passe ce retour donc à Vers? Est-ce que en retournant à Vers justement, tu te remets à progresser pour 2019, 2020? Eh bien, en 2019, c'était l'année des quotas olympiques. Donc là, j'étais aux anges. Je me suis, comment dire, prouvé à moi et aux autres que j'étais capable d'arriver sur un bateau olympique, d'être bon. D'être voilà puis en plus j'étais à l'avant du caca donc c'est une petite pression on va dire un peu différente parce que c'est toi
un peu responsable de pas mal de choses. Tout le monde est responsable dans un K4 de tout. Mais voilà, quand t'es à l'avant, quand même, si toi tu merdes, il y a de fortes chances que ça merde derrière quand même. Et du coup, voilà, bon, bref, j'ai prouvé que je pouvais faire des belles choses. Donc là, très confiant en moi pour la suite. Et j'étais mais tellement sûr. Et j'avais tellement pas peur de la suite, en fait, qu'au championnat du monde en 2019, pour avoir le quota olympique, on avait tout éclaté, l'avoir, le quota olympique. Et en plus, j'étais sûr de pouvoir faire une médaille. Et d'ailleurs, j'en suis toujours persuadé que le K4 français peut faire une médaille. Une très belle médaille. Et ben, du coup, au final, ça s'est pas passé comme je voulais. J'ai eu le jour de la semaine avant la sélection équipe de France. Ah, punaise, je me suis blessé au dos encore, tu vois. Je t'ai dit le dos. J'ai voulu en faire trop. Une séance où j'étais cramé, j'allais à reculons. Il y avait, c'était le mauvais jour de Vers-sur-Marne, tu vois. On en parlait tout à l'heure où il y a les bonnes vagues et où je devais faire des gros sprints et je l'ai fait, mais j'aurais pas dû. C'est très dur c'est toujours facile à posteriori de se rendre compte, alors que quand t'es dans la tête dans le guidon, c'est très dur de voir. Mais voilà, donc je me suis blessé au dos. Ça m'a bloqué pendant 2 semaines. J'avais vraiment super mal. J'ai pas pu courir la sélection équipe de France. Ça a mis pas mal de monde dans la baraque, les sélectionneurs, les équipiers, parce que après quand je m'en suis voilà, ils ont sélectionné un K4 forcément les athlètes. Et après ils ont aligné sur la première Coupe du Monde, ils ont cartonné, ils ont fait deuxième. Bon, il y avait pas tout le monde à ce moment-là, mais il y avait un bateau de référence, les Allemands, donc ils ont pu bien se jauger. Ils ont fait deuxième et à la deuxième Coupe du Monde, on m'a dit ben on réessaye avec Franck. Ça a créé des tensions, mais je te jure c'était un mauvais, très mauvais moment. Et ça fait aussi partie du sport de haut niveau. C'est que du coup, ils ont dégagé un athlète du K4 entre la Coupe du Monde 1 et Coupe du Monde 2 pour mettre moi. Et moi, je revenais, mais je revenais d'une blessure. Moi, quand je pagais pas pendant 2 semaines, je suis nul. Je suis nul, nul, nul. Je suis pas ce genre de gars au physique où tu sais, ça a pas trop d'impact quand tu t'arrêtes. Vraiment, moi, il me faut un petit peu de temps, quelques semaines pour reconstruire un petit peu. Et puis j'avais mal au dos, quoi. Et du coup, on fait 4e, à quelques dixièmes du podium. Et donc, au final, ils ont emmené le K4 de la Coupe du Monde 1 sur la sélection olympique, donc à Szeged, au championnat du monde. Et année très difficile 2019. Donc là, en plus, j'ai regardé des tribunes. Donc, je regardais le K4 courir, celui dans lequel je rêvais d'être et celui où j'étais sûr qu'on allait vraiment cartonner. Et je regardais courir des tribunes au championnat du monde en Hongrie là et faire la pire place qu'il fallait surtout pas faire 8e et qui nous privait des Jeux Olympiques, enfin vraiment qui nous emmenait dans une situation très compliquée. Et voilà, ça a été une année super dure parce qu'aujourd'hui tu vois le K4 français n'est pas aux Jeux Olympiques comme il pouvait l'être par la grande porte quoi. Et j'ai pas pu faire grand chose, j'étais spectateur et ça c'est une situation qui était vraiment très dure pour moi, vraiment vraiment dure. J'ai mis un peu du temps à me reconstruire là-dessus, tu vois, avoir reconfiance, repartir. Ça a été dur. Mais du coup voilà, tu vois, il y a des hauts et il y a des bas. Là c'était un bas et puis après je dis ça mais je suis pas du monde, je fais une petite parenthèse quand même, j'ai cool le K2 200 mètres notamment avec Aurélien. On a fait 6e à quelques centièmes du podium et de la gagne. Donc, on a fait des très belles courses aussi. Je remercie René Lagal pour ce super championnat du monde. J'ai pas été que spectateur. J'allais dire la place sur le 200 mètres, Maxime Beaumont est trop loin devant. Alors actuellement pour les Jeux Olympiques, alors maintenant du coup la situation c'est que comme il n'y a pas le K4 comme on pouvait l'espérer. On se bat un petit peu tous. L'équipe s'est scindée. Elle s'est scindée en deux. Ceux qui disaient bon bah maintenant je vais chercher le 1000 mètres et ceux qui disent quelques-uns qui disent je vais sur le 200 mètres. Et Maxime non. Alors de toute façon si je pensais que c'est impossible et que j'avais aucune chance, je ferais jamais ce que je fais. Je veux dire si je m'aligne, c'est que j'ai de l'espoir. Si j'ai plus l'espoir en gagner. Enfin, ça sert à rien. Arrête le haut niveau. C'est pas fait pour toi, quoi. Du coup, je pense pas que Maxime soit intouchable. Il a déjà été battu.
Et c'est un super athlète, un très très bon, qui va très vite et il le reprouve tout le temps. Même si des fois à l'entraînement, comme tout le monde, il peut aller derrière, il te rappelle vite qu'il peut être devant. Et du coup, non, il n'est pas impossible du tout de le battre. Et puis, je veux dire, il y a pas que moi, hein, qui peut aller chercher 200 mètres. Il y a Jérémy Leray, il y a Guillaume Le Floch, il y a plein d'autres super bons. C'est pas son projet, mais Francis Mouget est un excellent sprinter aussi. Il y a des jeunes qui arrivent avec Robin Saliba. On a un super niveau, je pense, en France. Ouais. Je pense que il y aura des belles batailles pour aller chercher la place olympique. Ouais. Ok. Donc 2019, c'est une année un peu noire pour toi. Et puis arrive 2020, Ouais. donc avec tout ce qui s'est passé. Et bah, j'ai justement vu, je voulais t'en parler, que tu avais fait pas mal d'ergomètres. Tu as vu que tu avais un ergomètre dans ton salon ou dans une pièce chez toi. Ouais. Bah, à ce moment-là, tu vois, on en a parlé un petit peu a posteriori pardon, avec c'était un stage en équipe de France où on a fait une petite réunion. On fait souvent des réunions comme ça le soir où on parle d'un thème et on a parlé des choix. Je crois que c'était le choix pendant le confinement. Enfin bon, voilà, pas des trucs comme ça. Et on regardait un peu tous comment on a analysé la situation. Tu vois, c'est quelque chose d'inédit auquel personne n'était préparé, personne ne pouvait se préparer. Et on a fait un petit tour de table pour voir comment on a réagi, comment on a analysé, quelles décisions on a prises. Alors moi, avec tous les pour et les contre, alors tu te dis, ok, alors est-ce que je vais m'isoler dans un lac, je prends un Airbnb là, et puis je me mets dans un lac paumé au fond de la pampa, personne ne me voit et je m'entraîne tout seul. Ouais, ben il y en a qui ont essayé, ils se sont fait choper par les flics et rentrer chez vous. Donc bon bah non, on fait pas ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, ton stress en tant qu'athlète, c'est vraiment c'est de t'entraîner quoi. C'est de pas perdre ton niveau. Et du coup là, c'était compliqué. Donc là, moi, je suis en appartement, pas loin de Vers-sur-Marne, et bah j'ai fait l'option là maintenant, j'ai pas de jardin. Vas-y, prends une machine à pagayer. Donc là, j'ai une Kayak Pro, effectivement. C'est une machine à pagayer qui est vraiment très intéressante, je trouve, dans les sensations de pagayage, qui se rapproche un peu plus que d'autres de la réalité et qui a l'avantage d'être compact. Tu dois la connaître, je pense que tu l'as donc. Ben voilà, j'ai exactement la même dans mon salon. Et donc, C'est pas mal. bah, alors j'ai des questions là-dessus. Est-ce que durant le confinement, justement, tu as fait presque les mêmes séances que tu faisais sur l'eau? Alors, ouais, alors en fait, François a envoyé les plans d'entraînement qu'il essaie d'adapter au mieux possible, François During. Et donc, il essaie de le faire comme si de rien n'était, entre guillemets, parce qu'il y avait quelque chose, hein, évidemment. Personne, hein, nous, il n'y avait aucun passe-droit lors du premier confinement, hein, tout le monde était vraiment chez soi, et ni les sportifs de haut niveau, ni rien. Et du coup, il faisait les séances, et moi, je faisais la même chose sur machine à pagayer. Voilà, je faisais... j'ai une petite pièce, j'ai mis mon lit sur le toit, quoi. Je sais pas comment dire, à la verticale, tu vois. J'ai poussé le lit, j'ai poussé les meubles et à bien faire gaffe à voir si ça passait et j'avais pas éclaté un meuble avec mon coup de pagaie. Oui, mais c'est ce que c'est ce que je voyais sur les vidéos. Je me disais, t'as pas beaucoup de place. Moi, j'aurais eu peur de Ah ouais, non. toucher. Non, j'ai bien calculé mon truc. J'ai exagéré mon mouvement pour voir. Je faisais, bon, là, normalement, je peux y aller sans réfléchir et saquer dedans, quoi. Ok. Et Donc, ouais. parce que souvent, ce que j'entends, c'est que c'est difficile pour beaucoup de faire des longues séances de B1. Donc, j'ai vu que tu avais posté un EB2 un coup. Toi, tu fais aussi tes longues Ouais. séances de B1 dessus? Ouais, je faisais des séances de bien aussi dessus. Alors, il y a un truc dans mon parcours aussi avec la machine à pagayer, c'est que quand je t'ai dit, mon père, il nous entraînait, des fois, on pouvait pas aller, comme je disais, c'était assez loin pour retrouver un plan d'eau. On naviguait sur l'Oise des fois ou quoi. Et du coup, ils nous avaient acheté une machine à pagayer, Etindus à l'époque, la marque, qui n'existe plus depuis. Et donc quand je rentrais des cours et que mon père n'était pas là ou quoi et qu'il pouvait pas m'emmener m'entraîner, j'allais sur la machine à pagayer dans le garage et je faisais la machine à pagayer. Donc tu vois, ça fait aussi partie de mon histoire, la machine à pagayer, qui est importante. Ok, bien, bah, c'est original. Et est-ce que je peux demander, parce que j'ai pas de repère non plus, je sais pas si tu as ça en tête, parce que moi j'ai l'impression que sur le kayak pro, quand tu veux vraiment accélérer à fond, eh ben tu peux pas, comme s'il y avait une limite. Est-ce que toi tu arrives à faire des sprints dessus? Alors de limite en résistance, je veux dire que c'est pas assez dur Ouais, j'ai dans la l'impression que si pagaie. je tire trop fort, bah la ficelle entre guillemets, elle glisse en fait sur les roulements.
Ouais, j'ai eu ce problème-là et j'ai contacté le gars, je l'ai pas lâché. Mais le gars était super sympa qui gère ça. On a fait même des visios où je lui montrais le truc. Il m'a envoyé une paire de poulies en plus, qui est pas du tout prévue à la base pour être sur la machine. Mais il m'a envoyé une paire de poulies en plus qui fait un levier en plus et qui maintient la corde et qui la fait pas glisser. Mais je vois exactement ce que t'as comme problème. Et je faisais tellement des gros sprints que j'ai même poncé les poulies au début. Et j'avais la poussière de poulies partout dans la pièce. Et du coup, non, il m'a envoyé un truc en plus que j'ai greffé, que j'ai un peu bricolé dessus. Et maintenant, Ok. c'est nickel. Ok, bah, je vais écrire alors parce que c'est vrai que moi je peux pas, en fait, je peux pas faire de sprint en fait. Si je fais un sprint, bah, je suis dans le vide quoi en fait. C'est ça. Je vois. Tu- Mais faudrait que tu prennes cette paire de poulies, bah, si tu veux. Après, je te montrerai un petit peu en photo. Ouais, bah, cool. Euh, Juste question plus pour moi aussi. Quel rythme tu Oui. tiens sur l'ergomètre sur des EB2 par exemple? Parce que j'ai pas de repère et je me rends pas compte. Est-ce que tu règles aussi la pagaie sur la même longueur que ta pagaie sur l'eau? Alors c'est pas exactement la même longueur. Je crois que j'ai suivi les recommandations du constructeur qui disait, alors j'ai plus du tout le chiffre en tête, je vais dire une bêtise, hein, mais il fallait tant de longueur de manche pour avoir un équivalent de pagaie comme moi j'ai habituellement en 2,20 m, un peu plus de 2,20 m. Et il m'a donné l'équivalent, donc je l'ai réglé. Et, Ok, bah, je vais noter pour aller voir alors parce que moi je règle un peu comme sur l'eau et j'ai l'impression d'avoir bah, je la sors au max quoi. ah ouais, ben, mais moi elle est grande aussi, justement pour avoir plus de résistance, il fallait qu'elle soit assez grande quand même. Sinon, quand elle est trop petite, c'est pas naturel et il y a moins de difficultés. Du coup, elle est assez grande, moi aussi, hein. Je te Ok, rassure. Et après, je tends les câbles. et en termes de vitesse, t'arrives à aller à quoi là-dessus? Tu vas plus vite que sur Ah, l'eau ou moins vite? franchement, quand je suis sur machine à pagaie, je regarde même pas ça. Ah, tu Je regardes regarde même pas. pas ça parce que c'est pas hyper précis. Je t'avouerais que la meilleure machine pour avoir un peu plus de précision, c'est quand même les down sprint. L'ordinateur down sprint, il est bien plus précis, par contre, que le Kayak Pro. Je pense que le Kayak Pro est vraiment proche de la réalité en coup de pagaie, que plus que la down sprint. Par contre, au niveau technologie, la down sprint, elle est largement mieux et largement plus chère. Ouais, beaucoup plus cher. Ouais, Ouais. ouais, carrément. Tu Donc moi, disais je que regarde même pas ça. tu disais que t'étais en 2,20 m en pagaie. T'as quoi comme pagaie? Alors, j'ai une Braksha 2. J'ai une Braksha 2 mine. La taille, c'est mine. Alors, ce mot mine, là, franchement, il est horrible parce que c'est une grosse, grosse pagaie. Et mine, tu sais, ça fait minuscule, quoi. Alors que non, je t'assure, elle est solide. Et donc, je suis en Braksha 2 mine en 2,20 m Tu en tu mesures monoplace. combien, Franck? Je fais 1,88 m. Et tu pèses, tu fais quoi après pareil? 88, 90 Eh kilos? ben, non, 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 je suis pas du tout dans ces poids-là. Je fais le poids plume de l'équipe avec Guillaume Burger, je crois, et Cyril Carré. Je crois que, enfin, je suis entre 80, 81, et les maximum 82 kilos. Ok, ah ouais, tu parais plus. Et Ok, ok. ouais, ben après je suis aussi le plus bas par contre de toute l'équipe en matière Ouais, ce que grasse, j'allais dire, en taux de gras, en c'était taux de très matière très sec, grasse. ouais. Ouais, ouais, le médecin à chaque fois il me dit surtout tu fais des efforts pour pas descendre en dessous. C'est-à-dire que j'ai un métabolisme comme ça, mon corps pompe de l'énergie vraiment fort et je suis à 6, tu vois, en 6, Ouais, 6, ouais, 5. mais je vois que t'es archi sec. Et justement, est-ce que d'être si bas, ça te gêne pas, par exemple, pour la muscu? Moi, je sais qu'en muscu, si je suis trop sec, j'ai pas de force. Est-ce que toi, tu sens, ou c'est ta nature d'être super sec comme ça? Alors, c'est marrant, il y en a qui disent, tu vois, comme ça, un peu en rigolant, que c'est de la chance. Mais en fait, c'est un peu l'inverse que le problème inverse, hein, de trop stocker. C'est pas super bien non plus, hein, comme tu dis, hein, d'être trop sec tout le temps parce que j'ai aucun contrôle vraiment sur la variation de ce taux de matière grasse. C'est-à-dire que il y en a qui naturellement en hiver, naturellement, tu vois, peut-être en mangeant souvent même la même chose des fois, elle est peut-être un peu plus gras, mais en hiver ils prennent naturellement et puis après arrivé les moments des compétitions, les beaux jours, ça sèche tout seul et ils arrivent au poids de forme naturellement. Moi, il est toujours bas. Je peux essayer de manger autant que je veux, me gaver comme une oie, il va pas bouger. Ça ne bouge pas. Et J'ai quoi que envie de je dire, fasse. tant mieux pour l'instant. Tu verras avec les années si ça s'inverse pas. Ouais, bah, j'imagine. Bah, je regarde un petit peu la génétique de mon père et ça devrait aller, je pense, pour moi. Qu'est-ce que t'as comme bateau, au fait?
Alors moi, j'ai un Elo depuis super longtemps maintenant. Un Elo, un CT en Ah, taille L. t'es passé en CT alors. Ouais, je suis en CT. Alors, il y a pas mal de monde qui est resté en Cinco, autant qui est passé en CT. C'est un bon bateau. Les deux sont de très bons bateaux. Entre le Cinco et le CT, il n'y a pas énorme de différence, à vrai dire. Tu vois, vraiment, la rupture, c'était entre le 4 et le 5, où là, vraiment, c'était très différent. Mais depuis le 5 et le 7, je rappelle, il n'y a pas eu de 6, hein. Le 5 et 7, les deux derniers, là, ils sont très similaires. Quoi que tu choisisses, c'est un bon choix. Ok. Ah ouais, taille L, putain, c'est marrant. Ouais, j'aurais cru que t'étais plus lourd. Alors je me serais dit, t'es en XL ou voir. Non, 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 il y a des beaux bébés de. Ouais, je dois être allez, au moins entre 10 et 15 kilos de différence avec les autres gars de l'équipe de France. Ouais. Et t'es quand même fort en muscu? Eh ben, je suis pas trop mal. On va dire que j'ai un rapport poids-puissance pas mal, vraiment correct. Je suis pas dans mes meilleures années de force max là parce que j'ai un peu lâché ça. Je pense que c'était pas le plus important au final, plus la puissance. Mais en tout cas, en max que j'ai atteint en développé couché, c'était 155. Et pour 80 kilos de poids de corps. Et puis en TP en calant les jambes sous la planche à 125. Je suis beaucoup plus fort en tiré qu'en poussée. Ouais. Ouais, non, mais c'est déjà super. Hein. Pour ton poids, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Et là, aujourd'hui, tu disais Ouais. justement, tu fais quoi plus en muscu alors? Plus de puissance, c'est-à-dire plus d'haltéro? Alors, c'est-à-dire qu'on fait. Ah, alors oui, l'haltéro est très importante pour nous. On en fait très régulièrement. On a un préparateur physique spécialisé depuis quelques temps maintenant. Enfin, depuis pas longtemps au final, mais depuis deux, trois saisons, là, qui s'appelle Audric Foucault, un mec super qui connaît très bien son travail et avec qui on a le plaisir de travailler, faire des musculations. Et il y a beaucoup de variations. C'est-à-dire qu'avant, on travaillait un peu trop les mêmes segments tout le temps. Et tu sais très bien que quand tu travailles tout le temps les mêmes segments et les mêmes fibres, elles travaillent plus et tu les choques plus. Donc c'était tout le temps DC, TP, DC, TP, en exagérant un peu, mais c'était franchement à peine exagéré. Donc là, vraiment, on a des mouvements beaucoup plus variés qui travaillent dans plein de sens différents et vraiment, c'est vraiment très intéressant. Donc ça arrive pas souvent. Je me rappelle même pas la dernière fois d'ailleurs qu'on a fait des une rep, tu vois, une rep max. C'est bien, hein, ok, tu peux soulever 300 kilos si tu veux, hein, c'est intéressant. Mais à un moment, c'est ce que tu vas mettre dans le bateau et on fait plus de la puissance. Ouais. Ouais, j'allais dire, de toute façon, si tu mets, je dis une connerie, mais 120 ou 130 coups de paillets à la minute sur un 200 mètres, Ouais. bah forcément, ça te fait 60 reps, quoi, vu que ça dure la moitié, ça dure 30 et quelques secondes. Donc finalement, ton 1 Ouais. RM est pas trop corrélé Non. à tes 60 coups, quoi. C'est ça, si tu fais le pétard mouillé, comme on dit, tu peux Si tu soulever donnes que un ou deux coups, après, t'es foutu, c'est quoi. ça. Et après, t'as plus de jus, bah bon, c'est bien, bravo. Et encore plus sur le 500 mètres, tu vois. Donc non, c'est important la force max, mais il n'y a pas que ça. Vraiment, c'est un sport qui est assez ingrat dans le sens où faut combiner des trucs qui sont pas forcément combinables. L'endurance et la force, la puissance. Tu vois, tu dois être bon en endurance autant qu'en explosivité. Tu dois être bon, tu dois être souple, tu vois, tu dois être vraiment bon partout. Enfin, je veux dire, ça Est-ce que requiert des grosses qualités, quoi. est-ce que tu as pris goût justement aux séances d'aérobie en dehors du bateau, la course à pied, etc.? Ah, moi, j'aime bien courir. J'aime bien courir à mon rythme. La course à pied, je préfère la faire tout seul. J'aime bien les séances de ski de fond aussi, où je suis à seuil 1 avec le cœur assez bas pendant comment dire, 2 heures. J'adore ça. L'erreur pour moi, les séances d'aérobie, d'essayer de suivre des mecs qui n'ont pas le même rythme naturellement. C'est-à-dire qu'en EB1, tu as des mecs qui vont super vite, quoi. Vraiment, je te jure, des vitesses. Pour moi, je dois me mettre en EB2, je dois me mettre en seuil 2 et je suis plus du tout dans le même registre et je me crame. Et t'as des mecs qui vont super vite en EB1, par contre en EB2, ils vont à peine plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, C'est je vois tout à fait ouais. ce que tu veux dire. Tout à fait. Et, Ouais. et donc tu monitores tes séances avec une ceinture cardio alors pour voir ça. Alors, je peux regarder ça, je les connais, mais je connais très bien mes pulses, voilà, pour à quoi je dois être, pourquoi. Et j'ai des pulses très basses d'ailleurs en max. Et je suis à 176 en max. Donc pour dire, c'est Ah ouais, vraiment très ouais, bas. tu montes pas alors. Ok. Ah non, je monte pas du tout en cœur, c'est assez étonnant, mais voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'il est assez gros et qu'il pompe pas fort, donc je sais pas. En tout cas, il fonctionne bien. Et, euh, et du coup, je regarde pas trop
Je le fais plus à la sensation. J'ai une ceinture cardio, de temps en temps, je la sors, hein, mais pas tout le temps. Je veux pas être, tu vois, la séance, le piège, c'est de passer une séance à regarder ta montre et Oui, vouloir tout je contrôler. vois aussi bien le truc. Tu vois, vouloir tout contrôler, te dire, ah, attends, pas plus de 155, sinon, c'est plus mon EB1. Et au final, tu travailles plus, tu regardes même plus tu fais, mais là, regarde comment tu pagaies surtout. Et du coup, j'arrive plus à le ressentir maintenant. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai tendance à trop regarder ma montre aussi. Et Ah bah c'est- tiens, j'ai- toi et qui je es viens de me dire que débutant, j'allais la retourner avec ce que tu m'as dit. Je vais la retourner demain. mais franchement, tu sais ce que tu devrais faire, toi, si tu commences et que t'es pas forcément trop stable et tout, ça c'est un piège. Tu regardes ta montre et t'es pas focalisé sur ce qu'il faut. Et du coup, franchement, on la regarde pas. Mais là derrière ton bateau, si tu veux, comme ça tu pourras avoir tes statistiques à la fin de la séance. Mais pendant la séance, tu fais ta séance, Ouais, quoi. ouais, je vais la retourner. Je vais la mettre dans l'autre sens. Je vais essayer demain. Ou Je vais alors, essayer. bah après, par contre, des fois, tu as besoin d'une montre pour avoir le chrono. Alors, dans ce cas-là, tu Oui, prends oui, mais une montre ça bip. Tu sais, ça plus bip simple. maintenant. Ça fait du bruit. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Donc voilà. est-ce que tu fais de la méditation ou des choses comme ça? Ah, bah, c'est marrant que tu parles de ça parce que quand on parlait dans une réunion en équipe de France là, de ce qu'on avait mis en place pendant le confinement, je me suis mis un peu à ça. C'est ma conjointe d'ailleurs qui m'a fait découvrir une application qui est très connue. Hein, je vais pas faire de pub, on s'en fout, mais c'est Petit Bambou. Et je m'y suis mis là-dessus. J'avoue que j'en fais beaucoup moins maintenant, mais ça m'a apporté des choses. C'est vraiment sympa. C'était pas du tout ce que je croyais en fait. Moi, je voyais le truc chaman, tu vois le truc un peu. Oui, oui, je vois Ouais, l'idée. ouais, super, ok, d'accord, fais ton yoga si tu veux là. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour vivre dans le moment présent, entre guillemets, de ce que j'ai retenu, être dans le moment présent, concentré sur toi, laisser passer les pensées négatives, tout ce qui te traverse l'esprit, te focaliser sur quelques mots. Et tu vois, il y a une séance qui m'avait un peu marqué, je dirais, tu vois, parce qu'au final, on retient très peu de choses de ce qu'on vit, j'ai l'impression, mais celle-ci m'avait marqué. Euh, il disait, je crois, dans la séance, avec une voix bien calme, hein, tu vois, il disait, pensez à je sais plus, un chien. Et puis donc tu le focalises là pendant 20 secondes, tu dois absolument penser qu'à ça et ne pas laisser ton esprit divaguer et penser à autre chose qu'un chien, tu vois. Et ben je te jure, c'est super compliqué de penser à rien d'autre qu'à ça pendant 1 minute. C'était peut-être 1 minute en fait. Et après il disait, essayez de ne pas penser à un chien pendant 1 minute. Impossible. Là, c'est plus dur, là. Ouais, là, c'est plus dur. En fait, je te le dis, il y a personne qui pourra le faire. Il y a personne qui pourra le faire en te disant ne pense pas à ça. Ne pense pas à un chien. Et, et je défie n'importe qui écoutera ce podcast jusqu'au bout de le faire et vous n'y arriverez pas. Par contre, si tu te dis, pense à la mer, tu vois, aux vagues, par exemple, et ben, pendant 1 minute, si tu te focalises dessus, et ben, le chien, tu l'oublieras. Tu arriveras à ne pas penser à un chien, mais pas en te disant, je ne veux pas penser à un chien, tu y arriveras en disant, je pense à autre chose. Et du coup, quel est l'intérêt au final pour un sportif de faire ça? C'est que quand tu dis je veux pas penser à stresser, pense pas à ça, pense pas à ça, eh ben il cherche pas, tu y penseras tout le temps. Tu pourras pas oublier la compétition, etc. Tu pourras pas oublier, je sais pas ce qui te traverse l'esprit, mais tu pourras pas l'oublier. Donc si tu veux oublier ton stress, eh ben tu dois dire pense à autre chose, et tu dois te focaliser sur autre chose, quelque chose de bien, quelque chose, je sais pas, ce qui te motive, peu importe, chacun est différent, mais pense à ce que tu veux. Mais si tu dis je pense pas au stress, bah tu seras stressé. Pense à un truc autre chose. Ouais, c'est un très bon conseil. Je vais essayer d'appliquer. Tu m'as donné plein de pistes. Je vais essayer de me détendre, je sais pas, de penser aux Ouais, vagues et de tourner mon chronomètre. Voilà ce que voilà, je bah, vais par faire. exemple. Ouais, ouais, est-ce que tu fais d'autres choses aussi? Je sais pas, de la visualisation ou pas? Là, en ce moment, tu vois, je suis depuis ce début d'année, je travaille avec un psychologue, pas un préparateur mental, un psychologue, vraiment, j'ai pas peur de le dire, pour essayer de régler des choses personnelles déjà, voilà, des choses à évacuer, et puis pour penser à essayer de travailler différemment. Voilà, ma carrière elle se terminera en 2024 et c'est le moment des. Si j'essaie pas maintenant, enfin, j'essaierai pas après, hein. Et du coup, j'essaie de travailler sur voilà des manières de penser,
avec une personne physique. Hein, c'est bien avec une application comme disait avec Bamboo et tout ça, mais voilà, j'essaie de travailler avec une personne réelle. Et, euh, et donc voilà, je suis ces séances qui me coûtent les yeux de la tête là. mais ouais, c'est super cher, franchement, c'est abusé. Ouais, peut-être, mais si ça se concrétise, si ça se concrétise par aller au jeu, ça va. Exactement. Tu te diras, c'était pas si cher finalement. Mais oui, voilà, de toute façon, c'est exactement comme ça que je pense. C'est pour ça que je le fais, évidemment. Mais ouais, non, voilà, c'est une chose que j'ai mis en place cette année et que je continuerai, voilà, jusqu'à l'échéance des Jeux Olympiques, à voir qui vivra verra, qui est sélectionné. Mais je continuerai jusqu'à cette année. Puis si ça m'importe, ben, vraiment plus, ben, je continuerai. Et sinon, bah, tant pis. J'aurais essayé. Et sur quoi, quels sont les points techniques que tu travailles le plus en bateau? Quels sont tes points faibles entre guillemets? Ah, alors, mes points faibles en bateau, ça peut être. J'en ai tout un tas de défauts. Bon, les principaux. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux me crisper un peu, tu vois. Je peux perdre un peu mon allonge, justement, comme on en parlait tous les deux, tu vois. Peu importe le niveau, tu vois, tu peux avoir les mêmes problèmes. Et je peux avoir tendance à me crisper un peu, perdre un peu d'allonge, pardon, excuse-moi, et d'efficacité. Donc, je peux me crisper un peu. Il y a des fois, ma main sup peut se baisser un peu trop. Et je peux aussi peut-être dégager un peu trop tard des fois, un peu trop loin derrière. Ok, je vois aussi. Techniquement. Voilà, ça c'est vraiment des points techniques, mais après j'ai tout un tas d'autres. Il y a plein d'autres trucs physiques sur lesquels je suis pas le meilleur. Enfin voilà, mais en tout cas techniquement c'est ça, je dirais. Et après des fois, je te dis ça peut varier. J'ai ces défauts-là, mais des fois je suis super bon sur ces points-là. Et puis on a un autre qui arrive, et il y a l'entraîneur sur le bord qui est là pour te le rappeler. Donc, c'est ça aussi l'intérêt d'être entouré par des spécialistes hein, au pôle de verre. On en a des très bons qui sont sur le bord pour te dire dégage plus tôt, appuie plus sur la jambe, fais machin, fais ceci. Et voilà. Est-ce qu'en tant que sprinter, t'as quand même beaucoup de séances de B1 et de B2 et pas que des séances d'intensité? Non, franchement, on a beaucoup les séances de sprint sont minoritaires. En plus, ça dépend des périodes de l'année. Tu vois, là, en hiver, il n'y en a pas trop. C'est plus du foncier, on va dire, même si on garde toujours de sprint, hein, heureusement. Mais le canoë-kayak, de manière générale, faut se dire, quelle que soit ta distance, c'est vraiment une majorité de B1 quand même. Après, tu les fais à des intensités plus ou moins fortes selon ton projet. Le 1000 mètres peuvent aller vraiment vite et longtemps sur des EB1. Tandis que moi, je vais privilégier le B1 à des seuils plutôt bas, même si je suis allé vite en EB1. Mais c'est plus du travail foncier bas pour ancrer la technique, travailler ton cardio pulmonaire, bien sûr. Et voilà. Et aussi enchaîner les compétitions, tu vois, enfin, et enchaîner les courses. Parce que tu fais une fois 200 mètres, c'est bien. Ça crame un peu. Tu fais 2 fois, 3 fois. Faut savoir le tenir toute la journée comme ça, tu vois. Donc le B1 va servir aussi à enchaîner des compétitions, des courses de 200 mètres au même niveau. Et pas te cramer et faire waouh. Plus ça va, plus tu arrives. Ouais, je vois aussi l'idée. Là, on est en 2021, donc il va y avoir les sélections pour les Jeux. A priori, de ce que j'ai compris, il est peut-être possible de rattraper le K4 500 mètres avec les rattrapages continentaux. Alors, ce sera pas avec les rattrapages continentaux. Alors, s'il y a un K4 maintenant, j'ai l'impression que le seul. C'est un peu compliqué à expliquer. Les Jeux, c'est vraiment une machine un peu étrange, qui est un peu dur à comprendre, même des fois quand tu es en interne. En plein dans le projet, des fois c'est compliqué, mais en gros, là, de sélectionner le K4, il n'y aura pas de rattrapage continental. Et la seule manière, j'ai l'impression que c'est qu'en fait, c'est un peu technique, mais c'est qu'il faut qu'il y ait des gars de projets différents qui soient sélectionnés et qui, sur place, peuvent s'inscrire sur le K4 500 mètres. Mais ce sera pas un K4 500 mètres voilà, qui était prévu, tout optimisé Ok, comme ouais, c'est la bidouille. Ok, donc si tu veux aller au jeu, c'est le 200 alors. Ben là, ouais, pour moi, enfin, je vise pas du tout le 15 000 mètres, qui n'est pas du tout ma qualité. Je suis pas très bon du tout là-dessus. Mais ouais, effectivement, ma seule vraie chance, là, entre guillemets, c'est le 15 200 mètres. Et voilà, donc là, on est quelques-uns et qui vivra verra maintenant.
Ok, cool. Et j'arrive un peu à la fin des questions que j'avais à te poser. Est-ce que tu as des sujets Mhm. que tu voulais qu'on aborde, que j'ai pas abordé? Et où est-ce que tu Hum, vas reprendre les vidéos YouTube pour mon plus grand plaisir? Bah écoute, je fais des vidéos régulières, je les mets plus sur mon Facebook et mon Insta, mais il faut que je prenne le réflexe de les poster aussi sur YouTube également. Mais non, bah écoute, j'ai pas un sujet, je pense qu'on a balayé pas mal de choses. Est-ce que Et ta puis compagne bah fait du canoë-kayak? non, pas du tout, pas du tout, du tout. Et franchement, c'est très bien comme ça. Non, je suis comme ça, c'est bien séparé. C'est quelqu'un qui me remet, tu vois, qui me fait penser à autre chose. Voilà, penser tout le temps à un sport. Quand tu rentres à la maison et tout, ça peut bien se vivre comme ça peut mal se vivre. Moi, je suis bien comme ça. Non, je fais pas du tout de canoë-kayak. Ok. Bon bah cool alors. Bah, en tout cas, merci d'avoir pris le temps pour cette interview. J'ai eu les Ouais, réponses aux questions que je me posais et ton parcours m'a plu. J'aime bien ces parcours atypiques. Je m'attendais bah écoute, un peu à ça. Et est-ce qu'il y a quelqu'un que toi tu aimerais entendre personnellement sur le podcast? il y a une pléthore de gens intéressants qui ont des choses très intéressantes à dire. Et c'est toujours quand tu es en train de parler entre guillemets en direct que t'as pas d'idée. Et je sais que quand tu vas raccrocher, je vais faire ah mais oui. Et Alors pour toi, je peux te dire que je suis en contact avec Claudine Leroux. ah bah écoute Claudine, bah, tu vois, bah, regarde, ouais, bah, tu vois, c'est marrant parce que alors tu as interviewé des athlètes, mais c'est vrai que tu pourrais après diversifier avec des entraîneurs s'ils acceptent. C'est ce que j'ai prévu. Et juste avant toi, Ah bah tu vois, j'ai interviewé Yann, le copain de Sarah, qui est entraîneur yes, chez les jeunes. Et ok. là, je suis en contact avec Claudine Leroux, qui était Ah bah tu vois, la seule entraîneur femme, qui ouais. m'intéresse grandement pour ce côté atypique aussi. Ouais, elle est top, elle est vraiment top. Comme je t'en ai parlé dans le podcast, elle a fait partie des Exactement, c'est pour entraîneurs. ça que je me suis dit, est-ce que et sinon t'avais quelqu'un d'autre que tu souhaitais entendre, si jamais quelqu'un te vient? Euh, Bah écoute, il y a plein d'autres gars là. Alors, t'as interviewé beaucoup de noms, mais je sais plus qui il reste, mais t'as des, je sais pas s'il y a eu Cyril Carré par exemple. Ben, tout le monde me dit qu'il est Euh, très technique, alors j'attends d'être plus technique avant de. euh, prends, prends du temps, prends du temps. Il a beaucoup de choses à dire. Ouais. Il est pointilleux. Non, s'il m'écoute, Cyril, je te charrie, mais c'est juste il sait de quoi il parle. Il a creusé des questions qu'on se creuse pas tous. On se pose pas tous la question sur certaines choses et lui, il les creuse, il est très pointilleux. Et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi fort et depuis aussi longtemps. Et franchement, c'est une qualité. Donc, il y a Cyril, après, tu as les canoës, il y a beaucoup de monde. C'est quoi? Là, j'ai pas d'idée là comme ça, mais Ok, non, mais on c'est déjà va. bien. T'inquiète, Cyril est sur ma liste, mais ça marche. Donc voilà. Et puis tiens, si tu disais aborder un truc, j'ai une dernière chose, c'est quand même te remercier de faire ce podcast, cette initiative là que tu as eue. C'est super. Donc voilà, je voulais te remercier pour ça, donner de la visibilité au sport et puis aussi donner une visibilité un peu différente d'habitude parce que on n'aborde pas toujours ce qu'on dit là à cœur ouvert entre Ouais, bah, guillemets. je me doute qu'en tant que débutant, je pose des questions qui sont pas celles qu'on vous pose habituellement, vu que vous êtes entre vous en fait entre guillemets. Et comme moi, je suis en dehors, bah, j'ai des Ouais. questions un peu différentes sans doute. Ouais, bah, différentes dans le sens technique, oui, peut-être, mais il y a aussi des questions un peu plus personnelles. Et puis, c'est vrai que on se le dit pas forcément parce que tu te poses pas la question tous les jours, mais ouais, non, mais voilà, tu vois, ça permet de découvrir comme disait Sarah, tu vois, à un moment, disait, ça permet de découvrir des gens avec qui tu es tous les jours, des fois. Ouais, mais c'est ça. Et Donc, bah cool. merci. Mais merci encore Franck pour ton temps et puis on se tient au courant. Yes, Allez, merci Rudy. salut. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.